Hello Dorit. Hello Sandra. Trop contente de te recevoir au micro de mon podcast. Moi aussi, hyper contente d'être là. Ouais, j'espère qu'on sera aussi décoincés que ce que l'on est depuis tout à l'heure, parce qu'on a quand même pas mal papoté depuis qu'on est arrivé ici. Ouais, les offs sont incroyables. Les offs sont incroyables. Limite, ça va peut-être être mieux que l'épisode. J'espère pas, mais on a tourné un épisode bis, mais il est bâtard celui-là. Ah mais incroyable. Ah ouais, il va être incroyable. Incroyable. Tu es très très drôle. Je pense qu'on va quand même un petit peu se marrer, c'est aussi l'objectif. Mais l'idée vraiment, c'est authentisme pur et surtout que ton histoire est vraiment dingue, Dorit. J'ai essayé, tu vois, de reprendre des bribes de posts que tu avais déjà fait sur LinkedIn pour m'en inspirer à donf et qu'on y ait vraiment, tu vois, une discussion autour de ton histoire, ton parcours, qui tu es, pourquoi tu en es là aujourd'hui et surtout comment t'en es arrivé là. Du coup, première question que je pose à toutes mes invités, qui est une question très simple. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Yes, je vais pouvoir faire ça. Alors, moi, j'ai plus de 68 000 abonnés sur LinkedIn. Ah là là, direct, elle impose le nombre d'abonnés sur LinkedIn. Oui, on présente la cam, tu vois. C'est ça. La marchandise est déballée, on dévache. Ouais, sur des thématiques marque employeur, donc diversité, inclusion, management bienveillant, recrutement inclusif, culture d'entreprise. Et je suis ghostwriter, donc j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise sur ces mêmes thématiques. Je forme les équipes à LinkedIn. Je suis aussi chroniqueuse et animatrice télé. Surprise sur les mêmes thématiques. Incroyable. On est beaucoup dans la diversification. Et j'ai un podcast avec le magazine Management qui s'appelle Remue Manage. J'ai vu ça, qui secoue le monde du travail. Oh là là. Wow. On a des grandes ambitions. Et je reçois des acteurs du monde du travail, donc que ça soit des chefs d'entreprise ou des instituts de sondage. Et on se questionne vraiment sur des thématiques RH, genre la semaine de 4 jours, le management, le recrutement. Ouais, on essaye de bouger les lignes. Et j'ai la chance, l'honneur et la fierté, tout ça en même temps. Je sais pas quelle émotion prédomine d'être aussi marraine d'assaut. Je suis. Oh là là, mais excuse-moi, mais t'as le temps de dormir ? Ouais, je l'ai senti, je suis un peu mentaliste, je fais mes heures perdues, je l'ai senti la question venir. Alors figure-toi, je te disais en off, c'est mon lifestyle d'être un peu chauve-souris. Là, j'ai dormi à 3 heures, je me suis réveillée à 7, 8, je sais plus. Écoute, show must go on. On fait avec. Mais non, c'est des très beaux projets. Je suis marraine de Mots et Mots de Femmes qui lutte contre les violences faites aux femmes. C'est très important. Malheureusement, c'est un sujet qui a encore trop d'actualité. C'est un engagement nécessaire. Et je suis ambassadrice de la Fondation Le Refuge qui héberge et protège les jeunes LGBT+, qui sont mis à la rue par leur famille. Ok, wow, it's a lot. Et là, je t'ai sorti une presse très complète, incroyable. En apnée carrément. Les gens hallucinent, ils disent waouh, putain, c'est énorme. C'est déjà pas mal. Contre quoi tu te bats, Dorit ? C'est quoi ta mission ? C'est quoi ton ennemi ? C'est quoi en fait, c'est quoi qui te pousse, tu vois, dans ton quotidien à faire tout ce que tu fais justement aujourd'hui ? L'injustice, les connards, beaucoup de choses. Non, en vrai de vrai, moi, j'ai pas eu un vécu facile. C'est très cliché de dire ça, mais j'ai un gros background. J'ai grandi dans le 9-4, dans un immeuble HLM de 18 étages. Et on allait au Resto du Cœur avec ma mère. On bouffait pas s'il y avait pas les tickets resto des CCAS, Centre communal d'action sociale. Les services sociaux nous ont beaucoup aidés. J'ai été harcelée à l'école. Ma mère me battait aussi. Donc, en fait, moi, je suis vraiment la preuve que tu peux partir de rien et faire des trucs cool. Et aujourd'hui, tu vois, ça m'emmerde quand je vois des jeunes qui se laissent crever dans les cités comme je les voyais. Tu vois, moi, je rentrais de l'école, j'avais 8 ans, je les voyais assis dans les escaliers à boire des bières. Ils sont résignés, ils croient plus en rien. Et 20 ans après, ils sont toujours là, en fait. Et ils se disent, c'est juste pas pour nous. On n'est pas né à Neuilly, on n'est pas né dans le 16e. Donc, cette vie de réussite... Bon, après, moi, je pars du principe que la réussite est beaucoup plus intérieure que sociale et matérielle. Sûr, mais whatever, c'est une autre histoire. C'est un peu lié aussi. C'est un peu lié aussi. Et ils se disent, la réussite au sens propre, on l'entend, donc sociale et matérielle, elle est pour les autres, elle n'est pas pour moi. Donc, moi, je vais zoner dans mon canapé ou dans les cages d'escalier et je vais être... ce que malheureusement on appelle aujourd'hui un parasite de la société, et c'est ok parce que je suis bon qu'à ça et je peux rien faire de mieux et je suis pas capable de mieux. Et non, en fait, tu vois, moi j'ai envie de dire, en fait, wake up, vous êtes capable. Moi, si j'avais pensé comme ça, j'aurais rien fait, en fait. Et franchement, il y a des moments, j'étais à 2 doigts, parce que quand ta mère, elle te fout dehors à 18 ans, tu vois, m'a mis dehors, j'avais 18 ans, j'ai été aidée par les services sociaux, j'ai été SDF. J'ai été accompagnée, on m'a mis en hôtel meublé, en foyer de jeunes travailleurs. Tu vois, c'est step by step. Hein. C'est pas genre, à un moment, j'ai rencontré Kylie Jenner, elle m'a dit, viens ma sœur, on va t'amener de faire des trucs cool. Ouais. Tu vois, jamais de la vie. Bien sûr. C'était step by step.
Et si t'as pas d'espoir, tu t'en sors pas. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société où les gens n'ont plus d'espoir. Et je comprends parce que putain, le monde, il va mal. T'as des guerres, il y a eu le Covid, la politique, elle est souvent compliquée. Les gens, ils se sentent pas écoutés, entendus, compris. Du coup, ça crée un sentiment d'exclusion où tu te dis, Complètement. Moi, je vais rien faire. Ou alors, tu sais, les pensées limitantes, les barrières mentales. Et puis, quand t'es une meuf, oh putain, c'est déjà... Déjà, c'est pas simple. Si t'as le droit à la parole, c'est beau. Mais en plus de ça, t'as le syndrome de l'imposteur qui est beaucoup plus fort. Du coup, les gens, ils sont inhibés pour plein de raisons. Et ils créent rien et ils construisent plus rien. Et moi, j'ai envie de leur dire, putain, osez. Croyez en vous, il y a plein de choses cool qui sont possibles et j'ai aussi envie de dénoncer des pratiques qui sont pas normales dans le monde du travail, du management toxique, ça détruit des gens, putain, des discriminations encore en 2023, où on va juger un candidat sur l'apparence, on va lui dire t'es trop tatoué, t'es trop percé, t'as les cheveux roses. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est ça les compétences, c'est ça le potentiel, pas du tout. Est-ce que ça veut dire que tu vas être professionnel? Non, il faut décorréler la définition de professionnel de l'apparence, tu vois, par exemple. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui tu va l'as bien avoir, prouvé d'ailleurs avec ton histoire. J'espère et j'essaye tous les jours de le faire, mais... Tu peux avoir un costard bleu, les costards bleu marine là, à 2000, 3000 balles et être un con et pas savoir, pas avoir de savoir-être, pas savoir se comporter avec les gens. Et tu peux être tatoué, percé, tout ce que tu veux avec les cheveux roses et avoir le savoir-être, être ponctuel, être respectueux avec les gens, avoir l'esprit d'équipe, avoir tous les soft skills que les entreprises, elles attendent réellement. Donc, il faut arrêter tous ces critères de merde, c'est complètement stérile. Moi, je me bats contre ça, je me bats contre plein de choses. Avec sérénité, parce que tu vois, je suis pas une enragée. Je sais qu'il y a différents niveaux d'engagement, mais je suis absolument pas une enragée. Moi, je pars du principe qu'il y a que le dialogue et la communication positive qui peut faire avancer les choses fondamentalement. Mais voilà, le harcèlement scolaire, plein de sujets où j'essaye vraiment de partager mes expériences. Et juste, tu vois, moi, réellement, si je dois répondre à ta question beaucoup plus succinctement que je l'ai fait jusqu'ici. J'espère qu'elle va me laisser parler, les gars, parce que sinon, ça va être compliqué de poser mes questions. Non, mais parce que j'ai trop de trucs à dire. Tu vois, cette question elle est tellement riche. On voit bien que ça te porte. Ça m'anime et ça m'engage vraiment. C'est qu'en fait, tu vois, mon why, c'est quoi réellement? C'est que j'ai aidé au moins une personne à se sentir moins seule. Parce que c'est ça qui tue notre société aujourd'hui, c'est la solitude. C'est de se dire, j'ai été harcelée, que ça soit scolairement, au niveau du taf ou quoi, et je suis tout seul dans ma merde, et personne ne peut me comprendre, et j'ai honte. C'est ça le pire, c'est quand les victimes ont honte. Non, libérons la parole, et si juste une personne, à travers un post que je peux faire, elle peut se sentir moins seule, tu vois, je pense que ça fait aussi du bien à la société. On manque d'humain. Il faut remettre l'humain au centre des échanges. C'est très important. C'est comme ça qu'on va réussir à se fédérer et puis à diviser. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça. Pour revenir un petit peu, du coup, en arrière dans ta vie, puisque effectivement, ton parcours est super inspirant, que tu as été, toi, au cœur de ce dont tu parles, en fait, tu as vécu le truc. Comment, justement, quel était ton état d'esprit, toi? Tu as 16 ans, tu as la vie que tu as. Tu pensais quoi? Tu pensais que tu allais t'en sortir? Tu pensais que ça allait être la merde? Pourquoi tu penses que tu as réussi, toi, à te démarquer des autres? Est-ce que tu avais déjà un petit peu cet état d'esprit de gagnante, de dire, de toute façon, moi, je m'en sortirai un jour? Tu vois, est-ce que tu étais déjà une battante? Tu vois ce que je veux dire? Quel était ton état d'esprit à l'époque? Et quelle a été un petit peu la transition, le déclic qui a fait que? Alors, il y a ma version et il y a la version de ma psy. Alors, moi, si on m'écoute, je dirais que... j'ai toujours eu cette part d'innocence et d'insouciance que je garde toujours. Je suis une grande enfant et je pense que ça m'a sauvée et protégée parce que j'ai toujours été un peu dans ma bulle protectrice autour de l'écriture, du dessin, et les livres m'ont beaucoup sauvée aussi. J'ai énormément lu dans ma vie. Je pense que c'est à ça que je dois beaucoup d'intelligence émotionnelle et aussi l'orthographe, bien sûr. Et le foot, ça a occupé une grande place dans ma vie. En fait, je cherchais refuge dans un monde trop bruyant pour moi, où j'étais perpétuellement agressée par ma mère, où le bonjour le matin, c'était espèce de pute, t'es pas encore morte ce matin. Non mais littéralement. C'était ça. Oui. C'était comme ça tous les jours. C'était vraiment comme ça. Okay. Et quand t'entends ça depuis petit jusqu'à ce qu'elle te mette dehors, tu veux faire comment? Soit tu crèves, soit tu trouves une safe place, un endroit sécure où tu te sens bien, parce que sinon tu t'effondres. Donc moi, ma version à moi, c'est ça, c'est que j'avais toujours cette part de rêve, en fait, tu vois, de pureté. La version de ma psy, c'est pas ça, et je sais pas qui a raison, mais j'aime bien sa version, c'est que on est tous
à la naissance, vraiment, avec une force différente. On n'a pas les mêmes ressources. Et tu vois, moi, je vais te donner un exemple, et je suis contente d'être avec toi pour le donner, parce que je crois qu'en interview, je l'ai jamais donné, je le donne à mes potes. Yes. Tu sais qu'on me raconte toujours des trucs qu'ils ont raconté à personne d'autre, et ça, j'adore. J'adore. C'est le canapé. C'est le canapé, tu vois, c'est les vibes, ça inspire. En fait, il y a une série que je kiffe, je sais pas si tu connais Profilage. Ça oui, de nom, mais je regarde pas. Ouais, mais je kiffe. Je kiffe à partir de la saison 4 ou 5 où t'as un perso qui s'appelle Adèle Delettre qui commence à apparaître. Ouais. Et en fait, elle a une sœur jumelle qui s'appelle Camille. Les deux ont été kidnappés à 10 ans par un psycho qui s'appelle Argos. Il les a séquestrés dans des endroits différents. Donc, pendant, je crois, 10 ans, elles se sont pas vues. Il leur donnait une éducation... très psychorigide, il fallait qu'elle soit parfaite, que ça soit vraiment l'idée de la femme parfaite, qu'elle maîtrise le solfège, le piano, la littérature, le latin, etc. C'était vraiment un fou. Ce sont des jumelles à la base. Donc, au niveau des gènes, elles sont exactement constituées pareilles, mais elles n'ont pas du tout vécu cette séquestration de la même façon. D'accord. C'est-à-dire que tu as Camille qui a développé un Stockholm. Là, je fais un spoil terrible des gens par rapport à Profilage. Non, arrête. Bon, voilà, j'aurais dû dire un gros spoiler alert. Donc, au pire, passer, genre, dans 1 ou 2 minutes, après, on reprendra. Et t'as Adèle qui n'a jamais lâché l'idée que c'était un malade et de se barrer. Donc, Adèle a réussi à partir parce que pendant vraiment 10 ans, elle essayait de partir. Elle a toujours rejeté cet homme. Et Camille, elle a fini par lui faire un gosse. Et tu vois, ça, pour moi, c'est l'image absolue et l'illustration que même si t'as les mêmes gènes à l'identique, la même éducation, parce que jusqu'à 10 ans, elles ont les mêmes parents, c'est la même éducation, tous les facteurs sont pareils, et ben, à la naissance, elles n'ont pas eu les mêmes ressources pour supporter les épreuves. Donc, pour moi, ça montre que ce que dit ma psy, bah, c'est vrai, et je pense, sans prétention aucune, que je suis née avec une force qui est différente et des ressources différentes des autres. Parce que, et je m'en rends surtout compte quand je raconte mon parcours aux gens, on me regarde comme ça et on me dit « Mais t'as l'air saine pourtant, et t'as l'air très équilibrée. Comment ça se fait en fait ?» Tu sais que ma psy, mais elle était... Tu sais, ça, c'est vraiment un bordel ce que je te raconte, parce que au début, quand je suis allée voir ma psy, c'était parce que comme toi, j'ai fait un burn-out. Ah ok, putain, je savais pas. Ouais, j'ai fait un burn-out en janvier, et du coup... Là, en janvier là ? Ouais, en janvier de cette année. Donc à ce moment-là, je me suis dit bon, je peux pas tout gérer toute seule, il faut que je me fasse accompagner. Et pourtant, Dieu sait que pour moi, je suis un peu super girl en mode non, mais ça va. T'as dû pousser le truc au max. Mais oui, c'est sûr. non, mais ça va, je gère. Non, tu gères pas du tout, ma sœur. T'es au bout de ta life, tu gères rien du tout. Et en fait, elle voyait le côté léger. Tu sais, moi, tu m'as vu en off, et là, je suis pareil. Hein, moi, je fais pas la meuf en off ou quoi. Je suis très Affida Turner voilà, je suis très adaptable, mais je suis une meuf, voilà, je suis généreuse dans mes émotions, je suis très real, je suis très authentique. Et elle voyait que ce côté-là. Elle voyait que ce côté en mode un peu, tu vois, les problèmes de riches. Oui, l'entrepreneuriat, les clients, les plateaux de télé, mon Dieu, la vie est dure. C'est trop pour moi, je n'y arrive plus. La promo de mon livre, je suis sursollicitée, je suis épuisée. Oui, bah bien sûr. La personne je reçois plus de 100 messages par jour. Mais parce que la personne va se dire, ok, c'est des problèmes de riches, c'est des bons problèmes. Ouais, mais. Elle se tape des barres là-bas. Mais ce que les gens savent pas, c'est que bah, t'as des clients à gérer, t'as des retours à gérer, t'as tout ton écosystème en fait que t'es en train de gérer et construire. C'est la charge mentale, elle est bâtard. Elle est bâtard. Mais du coup, ma psy ne voyait que ça. Et à un moment, elle me pose la fameuse question, et votre mère? Oh merde. On fait un putain de retour vers le passé parce que je casse le matos, on va pas y arriver. Et parce que jusqu'à présent, on n'était que sur mon présent. Et là, je commence à lui expliquer toute ma vie d'une traite sur la vie de ma mère, meuf, que je brûle maintenant si je te mens. Ma psy avait les larmes aux yeux et je me suis arrêtée dans mon récit et je lui ai dit ça va. Elle a bégayé, hein. Et elle m'a dit je m'attendais pas à ça. Et je lui ai dit parce que vous aviez l'image, et je le prendrais pas mal, d'une fille légère. Et elle me dit, mais oui, quand on vous voit, vous êtes solaire. Elle connaissait pas ton histoire. Bah non, moi je lui ai dit, voilà, je suis là parce que je suis dans un schéma de burn-out. Et je t'ai dit, je lui parlais de mon présent, de l'entrepreneuriat, des plus de 100 messages par jour sur LinkedIn, du questionnement autour de la création de contenu, de ce qu'attendent les gens de toi, le croisement entre ce que toi t'es et tout ça. Enfin, tu sais, c'est un bordel émotionnel aussi, la gestion. Et quand je lui raconte mon enfance, tout ça, vraiment, elle me dit, je ne m'attendais pas du tout à ça. On ne ressent pas ça, en fait, quand on vous rencontre et quand on vous parle. Et elle m'a dit, j'ai pas de mots. Comment? Elle m'a dit, comment vous avez fait
pour vous en sortir. Et elle m'a dit un truc, genre, je crois, en vrai, ça me marquera toujours. Elle m'a dit, j'ai des patients qui n'ont même pas vécu le quart de ce que vous avez vécu, qui ne s'en remettent jamais. Soit ils sont foutus, vraiment, ils sont en clinique, soit ils passent à l'acte. Et vous, vous continuez, vous avancez et regardez où vous en êtes. Et elle me dit, pour moi, c'est un miracle. Et comment vous l'expliquez? Et de là, on en est arrivé à ce que je t'ai dit, où moi, je lui ai donné ma version, elle m'a dit non. Elle m'a dit non, mais c'était un non, genre, arrête tes conneries. Non, mais il y avait le roulement des yeux et tout, genre non. Et elle m'a dit non, pour moi, vous êtes né avec une force à la naissance qui est supérieure des autres personnes. Et voilà, on l'explique comme ça. Mais est-ce que tu penses aussi que c'est peut-être l'enfance difficile que tu as eue, la relation difficile avec ta mère, qui a généré justement cette force chez toi? Moi, je changerais rien à mon passé. Parce que, déjà, j'aurais pas grand-chose à raconter. C'est vrai que on va pas se mentir, elle a quand même un super storytelling, Dorit. J'ai un storytelling de bâtard. J'aurais pas grand-chose à dire. Non, pour de vrai, je suis contente parce que sans prétention aucune, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une certaine intelligence émotionnelle. Et que c'est grâce à mon vécu. Alors, j'amenuis pas du tout les autres personnes. Il y a aucune condescendance dans mon discours. Je respecte tout le monde. Mais tu vois, parfois, je rencontre des gens qui, je trouve, sont assez ingrats par rapport à leur famille. Moi, j'ai pas de famille. J'ai pas de famille. Tout ce que j'ai, je le dois à moi-même. J'ai pas de grand-mère. J'ai rien, tu vois. Rien. Demain, il m'arrive un truc, je touche du bois. Wow. J'ai personne. Bon, Dieu merci, j'ai des amis ou quoi, mais j'ai pas de famille. Et merde. Oui. Et du coup, quand tu grandis comme ça, tu relativises énormément de choses et tu vois pas la vie pareil. Tu grandis très vite. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais moi, j'étais la mère de ma mère, j'étais la mère de ma sœur. Je sais pas si j'ai vraiment eu d'enfance innocente réellement. Quand tu te lèves le matin et que t'as ta mère qui te dit j'espère que Dieu il va te tuer, tu t'as pas d'innocence, tu vois. Et pourquoi, pardon de rentrer un peu dans le deep, pourquoi est-ce que ta mère se comportait comme ça avec toi? Alors, ma mère est très ambivalente. C'est-à-dire que le lundi à 8h01, je me réveille, putain, t'es pas encore morte. Par contre, le lundi à 10h, c'est t'es la 8e merveille du monde, t'es belle, t'es merveilleuse, je parle de toi à toutes mes amies et je suis trop fière de toi. Et par contre, on revient le lundi à 14h, regarde comment t'es moche, j'aurais préféré avoir, je vais pas dire le nom de ma cousine, mais j'aurais préféré que ça soit elle ma fille, toi, je comprends même pas que tu sois pas morte à la naissance, j'aurais dû avorter. Et c'est des switches comme ça, c'est du chaud-froid tout le temps en fait. Et du coup, je vais pas rentrer, sauf si t'en as envie, mais c'est pas par pudeur, c'est par temps que je vais pas rentrer dans ce détail. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, parce qu'on parlait de signe astro avec Dorit tout à l'heure. Ouais, je suis une fan d'astrologie. Et donc, je lui ai dit que j'étais Gémeaux, et elle m'a dit, ok, t'es hyper curieuse. J'ai dit, ouais, je suis archi curieuse. Donc, c'est vrai que, par contre, je dois me timer dans mon interview. Et comme Dorit parle beaucoup, il faut quand même que j'arrive à placer mes questions. Mais du coup, j'avais un peu envie de comprendre, tu vois, le pourquoi du comment, en fait, tout simplement. Moi, ça a été un bordel émotionnel pour moi. Moi, tu me vois là maintenant dans les relations que je suis capable d'avoir avec les gens, c'était pas ça. C'est ce que j'allais te demander. Ah non, mais ça a été épouvantable. Moi, je sais que j'ai été une relation toxique et je l'assume. Je ne dirais jamais que mes ex étaient folles. Je suis pas cette meuf-là. J'ai été une relation toxique pour absolument toutes mes ex, sans exception, parce que j'étais complètement bancale et je ne savais pas ce que c'était que l'amour parce que je n'ai pas eu de modèle. J'ai pas été aimée correctement, donc je ne savais pas aimer correctement. Et je me dédouane pas en disant ça, c'est que j'ai compris et j'ai fait un travail énorme sur moi-même. Et il a fallu vraiment déconstruire pour reconstruire. Mais ma mère m'a foutu en l'air parce qu'en fait, une mère, c'est la seule personne de qui tu dois jamais remettre en question l'amour et la confiance de façon inconditionnelle. Absolument. Donc, quand t'as ce rapport... C'est censé comme ça. Quand t'as ce rapport qui est totalement pervers de chaud-froid, tu t'es complètement démuni émotionnellement. Et moi, j'étais dans ces rapports-là. Donc, tu vois, moi, quand j'ai des amis, putain, mais qui chient sur leurs parents en disant oui, la vie elle est trop dure, ma mère elle m'écoute pas, ma mère elle me comprend pas. Ah, putain, ta mère elle te paye ton école de commerce de connard à 10 000 balles l'année, elle te paye ton appart, t'as même pas besoin de taffer. Ta mère, je l'ai rencontrée, alors on connaît pas les offres des gens, évidemment, entre l'apparence sociale et ce qui se passe dans leur baraque. Ta mère, elle est gentille comme un cœur. Oui, mais tu comprends, hier soir, je lui ai raconté ma journée, elle était un peu dans ses pensées et tout. Mais oui, mais ta mère, elle taffe aussi, enfin, je sais pas. Non, mais tu vois, un peu le côté capricieux, gosse de riche. Je suis désolée, moi, j'ai un peu du mal aujourd'hui avec les gens qui ont rien vécu et qui sont juste capricieux, en fait. Quand toi, t'as le vécu que j'ai,
t'as conscience de la chance qu'ils ont et eux n'en ont pas conscience. Et moi, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je changerai rien à ce que j'ai vécu parce que j'ai une certaine maturité qui me permet aussi de pas m'apitoyer sur mon sort. Moi, tu sais, c'est quelque chose qu'apprécie beaucoup ma communauté. Je suis jamais dans la victimisation. Jamais. Je suis jamais dans un délire de persécution. Dans ma vie, que ça soit dans la création de contenu ou dans mon mindset, je suis hyper straight. On avance. C'est quoi la solution? Dans la recherche de solutions. Alors, je serai jamais dans la positivité toxique. Je combats ça aussi. On doit accueillir ses émotions. On va pas bien, c'est OK. Il n'y a pas de problème. On accueille ça. Par contre, l'idée, c'est pas pendant 107 ans de se dire « Oh putain, la vie, elle est trop dure, Princesse Sarah, les malheurs de Sophie ». Pas du tout. On cherche la solution et on essaye toujours, au bout d'un moment, de se dire « Bon, voilà, je vais mal, je l'accepte, mais maintenant, il va falloir un peu que je me mette, entre guillemets, un coup de pied au cul et que j'essaye d'aller de l'avant. Parce que sinon, on va pas y arriver, en fait. On fait plus rien. » Je rebondis quand même sur un truc qui est important. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, que effectivement les personnes qui ont vécu des choses plus graves, plus impactantes, etc., savent qu'il y a des choses plus graves qui peuvent arriver. Voilà. Par contre, je pense qu'il faut faire attention, tu vois, à pas tomber dans le truc où faut pas minimiser le mal-être des gens. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des relations qui peuvent te sembler plutôt saines parce que tu as eu des relations très difficiles avec ta mère. Mais il y a des relations qui sont aussi très toxiques et ce qui ne se voit pas forcément, tu vois, aux yeux de tout le monde, parce que ça va pas passer par de la violence verbale ni physique, ça va être autre chose. Et ça peut, tu vois, ça peut vraiment induire un vrai mal-être en fait chez l'enfant, enfin en tout cas la progéniture de cette mère. Et du coup, c'est pour ça que, ouais, je pense qu'il faut quand même pas minimiser le truc. Bien sûr. Tu vois, je pense que t'as le droit aussi d'être hyper malheureux face à une situation qui t'affecte, mais qui est pas non plus dramatique comme ce que tu as pu vivre et qui est très douloureux. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis 1000 fois d'accord avec toi. C'est pour ça que je disais qu'on n'a pas les off entre l'apparence sociale et ce qui se passe dans la baraque des gens, mais surtout... Mais à l'intérieur de la personne. Et à l'intérieur de la personne. Non, mais je respecte profondément les émotions des gens parce que moi, je suis la première à dire il n'y a pas de hiérarchie des émotions. Ouais. Tu vois, moi, il y a quelque chose qui m'insupporte, c'est quand tu vas raconter quelque chose à quelqu'un, je te jure que cette phrase, elle est d'une toxicité. Je m'énerve peu dans la vie, j'ai une bonne gestion de mes émotions, mais cette phrase, elle me met vraiment hors de moi. Tu vas raconter un truc à quelqu'un, il va te dire « Moi, j'ai vécu pire ». Mais tu peux pas dire ça, en fait, parce que tu sais pas l'intensité de comment j'ai perçu la situation émotionnellement. Et en fait, c'est quoi? C'est une compétition. On est dans une guerre d'ego. C'est oui, mais moi, j'ai vécu ça. C'est plus grave que toi. Ma souffrance est plus importante. Est-ce qu'on peut juste s'écouter, avoir de l'empathie les uns envers les autres? Bien sûr, et je te rejoins. Et j'espère que mon discours va pas être mal interprété parce que émotionnellement, chaque souffrance a sa légitimité. Et ça, c'est absolument pas un sujet. Mais pour autant, tu vois, j'ai juste du mal avec les gosses de riches ingrats. C'est juste ça. Tu vois, parce que y a un moment quand t'as tout sur un plateau, juste dis merci. Et tu vois, moi, c'est plus la condescendance et le côté j'ai tout et il me faut toujours plus en fait. Et au final, ils sont même pas satisfaits, ils réalisent même pas la chance qu'ils ont. Je sais pas si tu vois la nuance entre tout à fait. Entre ça et ce qu'on est en train de dire. Tu vois, être sûr. Mais t'as raison. Tu vois, qu'on soit bien sur la même longueur d'onde et que ça soit pas mal interprété. Bien sûr, oui, non, mais t'as raison, ça peut et ça serait con parce que c'est vraiment pas l'essence de ma pensée. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Il y a un truc dont je voudrais qu'on parle que t'as vécu à 13 ans. T'en as parlé sur LinkedIn. J'ai lu le post en entier, ça m'a dégoûtée en fait. Ouais, c'est du dégoût que j'ai ressenti, même, je sais pas, il y a plein de choses qui m'ont traversée. Donc à 13 ans, t'as une petite qui s'appelle Ange et qui organise... Un petit. Ouais. Ok, ouais, Ange, je me suis dit que c'était une femme. Les femmes sont des anges. La transition de merde. Donc le petit qui s'appelle Ange et qui organise le concours de Miss Moche. Tu gagnes ce concours. C'est quoi cette histoire horrible? Et Ange, Mélie, Miss France, on dit Élie ou Élu? Mélu. Putain, là, on a un cas de conscience de français. Bref, on va la refaire. Je suis élue Miss Moche de la classe merci. Par Ange. Je gagne ce concours et je perds mon estime de moi-même. À partir de là, je développe une phobie scolaire qui fait que, une phobie sociale d'ailleurs, qui me suivra pendant 15 ans, qui fait que je suis incapable de prendre la parole devant un groupe de plus de 4-5 personnes, qui fait un transfert avec la salle de classe, en fait, en espace fermé. C'est très ciblé, hein, c'est-à-dire que j'étais capable de te faire un discours au micro en extérieur, mais par contre, tu me mettais dans une salle fermée. Ah oui, d'accord. Ou même, tu vois, j'étais manager, je devais animer des réunions devant mon équipe de 4-5 personnes. J'étais tétanisée, paralysée. Alors, je donnais le change, mais je tremblais.
j'avais, tu sais, on se sent nous-mêmes, mais parfois les gens le perçoivent pas. Mais je sais qu'à l'intérieur de moi-même, tout mon être tremblait. Ça m'a détruite en fait. Ce moment m'a détruite. Et c'est épouvantable parce qu'en fait, les enfants sont très cruels entre eux. Et je sais même pas, tu vois, s'ils se rendaient compte de la violence de ce qu'ils m'infligeaient. Je pense pas. Je pense pas, non. Mais tu vois, la difficulté en plus, c'est comment tu gères ça en tant qu'adulte. Parce que on peut, tu vois, avoir tendance, on parlait de la gestion émotionnelle, on peut avoir tendance à minimiser les émotions, à dire oui, mais c'est des enfants, ils jouent entre eux, c'est pas grave, pas du tout. Le harcèlement scolaire, déjà, c'est pas du jeu. Et ça s'arrête pas au portail du collège. C'est-à-dire qu'après, ça te détruit des vies. Même quand t'es adulte, t'as des personnes qui ne s'en remettent jamais. Et t'as toujours la colère. Parce que tu vois, moi, ce type, j'ai ma communauté après ce post qui m'a envoyé beaucoup de messages sur Insta pour me dire, mais est-ce que t'as des nouvelles? Donc, par curiosité, je l'ai cherché sur LinkedIn. Il est médiatique. Il est champion du monde de kickboxing, en fait. Et, il est peut-être devenu sympa? Je m'en fous, en fait. Non, mais je t'explique. Ah ouais? Tu laisses pas ce truc de dire peut-être que lui-même s'en veut, tu vois, d'avoir organisé ça? Moi, l'émotion qui est toujours là, c'est la colère et le dégoût de voir que, par exemple, t'as des personnes de ma communauté qui font des posts sur lui aujourd'hui en mode, tu vois, il y a des mots-clés, je peux pas les accepter. Exemplaire, inspirant. Mais c'est dingue que ce soit aussi devenu quelqu'un d'influent, entre guillemets, tu vois, qui a une certaine communauté, etc. Ouais, mais tu vois, enfin... Moi, je suis très pragmatique. Je me dis, peut-être que déjà, il se rappelle pas de moi parce qu'il n'avait pas conscience. Peut-être qu'il a fait un gros travail sur lui-même et que c'est une meilleure personne. Je lui souhaite. Mais dans tous les cas, j'en ai rien à foutre parce qu'en fait, t'as niqué ma vie. Et moi, ma souffrance, elle était là. Et elle était là pendant 15 ans, en fait. Et tu peux pas, tu vois, si demain, n'importe qui... tu vois, je sais pas de qui j'ai un souvenir moins fort. Il me dit, ouais, Dorit, on s'est embrouillé au collège. Est-ce qu'on peut devenir potes aujourd'hui? Pourquoi pas? Mais lui, même si aujourd'hui, tu me dis qu'il est parrain de toutes les assos du monde, mais jamais de la vie, je serais amie avec ce mec, en fait. T'as niqué ma vie. Non. Et tu vois, j'en ai parlé même avec une pote qui, pareil, son harceleur de collège, elle l'a croisé par hasard sur LinkedIn. Pareil, il est super hype. Mais il y a toujours la colère, le dégoût, ce sentiment de pas de haine, mais de... presque. Vraiment, c'est ça, c'est l'émotion. Mais il a niqué ma vie. En fait, tout le monde le kiffe. Bah non, en fait, c'est pas comme ça, c'est pas aussi simple. Après, voilà, il fait sa vie, je lui souhaite vraiment pas de malheur et j'en ai sincèrement rien à foutre de ce qu'il fait et s'il est heureux, tant mieux. Mais il y a un moment, on est des humains, on peut pas dézoomer sur soi comme ça émotionnellement. Alors, sauf si t'es le Dalai Lama, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il fait des trucs dégueulasses en ce moment, il est dans des affaires de pédophilie et tout. Mais faut faire attention avec les hommes parce qu'on sait que beaucoup d'hommes se retrouvent tôt ou tard dans des histoires sombres. Hein? Et ne stéréotypons pas, mais oui. Ne stéréotypons pas, mais oui. Je suis toujours là pour te nuancer, t'as vu? Ouais, non, mais t'as bien raison. T'as bien raison. Mais non, tu vois, on peut pas dézoomer sur soi. C'est pas possible. Émotionnellement, la douleur, elle est là, elle est vive. Et mais voilà. Enfin, moi, je voudrais vraiment dire que par rapport au harcèlement scolaire, c'est un fléau. Qu'on soit témoin. Parce que les témoins ont un grand rôle à jouer ou qu'on le vive, il faut appeler le 3018. Il faut surtout pas rester seul. Le 3018, c'est la ligne d'écoute contre le harcèlement scolaire mis en place par le gouvernement. Il faut s'exprimer. Il faut surtout que les parents éduquent les enfants en ce sens, tu vois. Totalement. Toujours rappeler les bases à ton enfant. Ne fais pas ça. Si tu vois un enfant en difficulté, aide-le. Ne te moque pas des autres. Tu vois, moi, il y a un truc, j'ai jamais compris à l'école. J'ai vu beaucoup de mes copines se moquer des gens. Et depuis que je suis toute petite, moi, je me suis jamais moquée des gens parce que je me suis toujours dit, je détesterais être à sa place. Et si un jour je suis à sa place, je sais à quel point je serais malheureux, je sais à quel point ça fait du mal. Donc, j'ai jamais été de celle qui fait, tu vois, jamais. Ça me mettait mal à l'aise. Enfin, vraiment, je comprends pas le concept. Et je pense que quand tu fais des gosses, c'est à toi de les éduquer, en fait, pour que ça soit des bonnes personnes, tu vois. Et de leur donner l'amour nécessaire, etc., pour que ça soit des bonnes personnes. Parce que souvent aussi, les harceleurs, etc., c'est pas pour leur trouver des excuses, mais c'est peut-être aussi parce que
ils ne sont pas heureux, ils ne reçoivent pas l'amour nécessaire, etc. Mais c'était son cas, hein. C'était son cas. Moi, tu vois, c'était en 4e, ça. Après, je suis arrivée à ma rentrée de 3e et il était plus là. Et j'entendais des gens dire ouais, ses parents, ils en pouvaient plus de lui. Apparemment, il avait des gros problèmes familiaux. Ils l'ont foutu en pensionnat. Moi, je pense que ce gamin avait vraiment une vie de merde. Mais ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien, vraiment. Je suis désolée. Pour moi, ça, il n'y a ni oubli, ni pardon. Ah ouais, même à 13 ans, tu te dis pas... tu vois ce que je veux dire ? T'as des éléments d'explication. Mais voilà. Tu sais, là où je dis que je pense que ce mec n'avait conscience de rien, c'est que je l'ai pas revu du coup entre mes 13 et mes 16 ans. Je l'ai pas dit dans le post parce qu'à un moment, tu peux pas tout dire. En plus, t'es limité à 3000 caractères. Mais c'était vraiment la veille où on devait partir à Cannes. Mais je me dis, c'est l'univers, ça. Mais par contre, je sais pas quel message j'étais censée comprendre. On devait déménager définitivement à Cannes avec ma mère et ma sœur. C'était la veille. J'étais à l'arrêt de bus. Je voulais voir le centre commercial Créteil-Soleil où je trouvais refuge souvent, où j'ai passé vraiment toute mon enfance, au cinéma UGC, j'ai vu LOL, qui est mon film préféré là-bas, enfin bref, je m'égare. Et j'attendais le bus, je l'ai reconnu immédiatement, 3 ans après. Et il vient vers moi, et il me tend la joue. Oh mon Dieu! Je te jure, je suis partie à l'autre bout de l'arrêt de bus et il m'a regardé en mode, mais qu'est-ce qu'elle a? Il est même pas conscient en fait de ça. Mais c'est pour ça que ça peut être intéressant. Mais bon, je sais que tu dis que t'en as rien à faire, etc. Ah non, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Mais même pas toi, pour te guérir à 100% et pour accepter. Mais ça va, sincèrement, je m'en bats les couilles parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, j'en suis guérie de ce trigger que j'avais, de cette phobie, tu vois. Qui t'habite. Alors, j'ai de la colère quand je vois que des gens associent son nom à inspirant exemplaire. Là, j'ai de la colère parce que c'est absolument pas l'image que j'en ai gardée. Par contre, aujourd'hui, j'ai plus de trauma du tout par rapport à ça. Donc, mais je m'en fous. Il ne m'intéresse pas. Vraiment, il ne m'intéresse pas. Je veux me concentrer sur des choses constructives. Mais j'ai pas de colère. Je souhaite vraiment, j'espère qu'il est heureux et qu'il va mieux. Mais c'est hyper sincère ce que je te dis. Mais par contre, moi, je n'ai ni envie ni besoin d'avoir cette personne dans ma vie. Très bien. Mais, tu vois, moi, comment j'ai guéri de ça? Et j'aurais probablement pas ce discours en face de toi si j'en étais pas guérie, j'aurais peut-être encore du ressentiment. C'est que j'ai été contactée par BFM Business 1 mois après ma création de contenu sur LinkedIn pour me proposer d'être chroniqueuse. Je pensais que je n'en serais pas capable parce que justement, trauma social ou tes triggers dès que tu dois parler devant plus de 3-4 personnes en espace fermé, ce qui est la configuration d'un plateau télé. Et je me suis fait violence parce que, pour être très sincère, j'ai toujours su que j'avais... Je pense que c'est très pompeux ce que je vais dire, mais j'ai toujours su que j'avais des messages à porter et à faire passer. Et que j'avais aussi une certaine aisance à l'oral, mais que je gardais un peu pour mes très proches, tu vois. Parce que justement, ça me mettait mal à l'aise de parler devant des gens. Bien sûr. Mais je me suis dit, putain, c'est peut-être la chance de ta vie d'avoir une voix plus forte. Alors, pas du tout le concours d'ego et d'orgueil c'est peut-être la chance de ta vie d'être une star et de passer à la télé. Je suis pas dans ça. Si tu savais, meuf, j'ai refusé au moins 4 projets d'animation télé, 1 projet radio, 2 projets chroniques. Si ça m'intéresse pas, si je me projette pas, je fais pas. C'est pareil pour l'influence. J'ai refusé tout. Je suis sursollicitée pour de l'influence sur LinkedIn. J'ai accepté un partenariat cette année, c'est Adecco. Je cours pas après la fame et l'image sociale, j'en ai rien à foutre. C'est génial que tu arrives à rester là-dedans et tu vois, à vraiment maintenir tes valeurs en fonction de tes collaborations. En fonction de tes valeurs. Je suis pas dictée par mon ego. Pour moi, il y a 2 choses qui font que les gens ils partent en couille et qui changent. C'est le pouvoir et l'argent. Ça, c'est quelque chose que je répète partout sur les réseaux. Et moi, jamais de la vie, j'oublierai jamais d'où je viens. Et je suis très ancrée. Donc, du coup, j'ai accepté BFM parce que je voyais l'opportunité de passer des bons messages autour du monde du travail. Et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. C'est-à-dire que j'arrive sur le plateau, je me dis à tout moment, il n'y a pas un son qui sort de ma bouche. Et je suis complètement... inhibée à l'intérieur de moi-même. Mais je m'en fous, c'est pas grave, j'aurais essayé et au pire, sans regret, je pourrais dire, voilà, j'en suis toujours là et j'en suis pas sortie. Et ce qui m'a fait aller sur ce plateau, c'est et peut-être que non. Qui sait? Et finalement, écoute bien, je suis arrivée sur le plateau, j'avais même pas de feuille, j'avais pas de prompteur. Je me suis dit, quitte à me vautrer, je veux y aller avec le cœur et faire une chronique que j'ai répété comme une damnée qui était dans ma tête par cœur, mais où je voulais, tu vois, avoir cette spontanéité d'être dans l'échange avec l'animatrice et je voulais pas regarder une feuille ou quelque chose, je voulais être free en fait. Et je l'ai faite et ça s'est super bien passé. Bon, avec le recul, maintenant, quand je la regarde, je me trouve à chier parce que t'as des tous les 3 mots. Ah ouais, mais bon. Et je suis très, très dure envers moi-même, mais ça s'est très bien passé. Ça a reçu un super accueil sur LinkedIn et à la fin de l'émission, l'animatrice, elle m'a dit, j'ai l'impression que t'as fait ça toute ta vie. Et ce truc m'a fait pas du tout,
me désinhiber, je l'ai gardé, hein, ça disparaît pas comme ça. Je l'ai gardé, cette peur. Ça a bien mis, je pense, 1 an à vraiment disparaître. C'était au fur et à mesure des événements où j'étais invitée pour être conférencière, des plateaux télé que j'ai fait. J'ai fait énormément de plateaux télé pendant la promo de mon livre. Et au fur et à mesure que j'avais des quantités de personnes importantes, où tu fais des conférences petit à petit, on parlait en off de NM Influence, où je suis influenceuse tout à fait. Sur la Côte d'Azur. Où, là, t'es influenceuse sur la Côte d'Azur. Je suis désolée, mais si on prend que cette phrase, ça ne te va tellement pas. Je suis influenceuse sur la Côte d'Azur. Non, mais parce que c'est... Non, mais je sais, non, en vrai, ça fait horrible à dire. Ah ouais, non, mais non. Non, mais parce que NM Influence, c'est spécifié Côte d'Azur. Oui, c'est pour ça, non, mais il faut expliquer aux gens. En vrai, donc c'est vraiment des partenariats d'influence qui sont que sur la Côte d'Azur. Et on a eu une soirée d'influence où j'étais... intervenante conférencière sur LinkedIn justement, et mais tu sais que personne le savait, hein, mais j'étais terrorisée parce que j'avais jamais parlé devant autant de gens, et la finalité c'est que j'ai été applaudie de ouf, et il y a eu tellement de gens qui sont venus me voir à la fin et me dire, parce que moi je sais pas tricher, toutes mes confs, je suis 100% moi-même, je suis 100% authentique. Enfin, tu vois, que ça soit là ou même j'étais conférencière au Change Now, c'est le plus grand event RH et écologie de la planète. Je te lâchais des frères, des meufs. Ah ouais, donc ça, tu le fais partout, quoi. T'es en mode, t'es toi-même, tout le temps, 100% toi-même. Mais oui. Et Dorit, il faut quand même qu'on... Et à la fin, à la fin, les gens, ils m'ont applaudi. Non, mais à la fin, tu vois, les gens, ils m'ont applaudi de ouf. Même les stands, ils m'ont applaudi. Et tu vois, au Change Now, et pareil, pour NM Influence, il y avait 2 heures de queue pour me parler en mode, mais merci parce qu'on est là depuis ce matin, on entend les confs de tout le monde. Mais c'était hyper intéressant, tout le monde. Mais toi, t'as une énergie, une fraîcheur et une authenticité. Putain, ça fait du bien. Et tu vois, même les gens sont en demande de ça. Et il faut décorréler le côté professionnel des discours de merde. C'est bien. Mais en tout cas, tu portes bien ce truc, cette mission-là, tu l'incarnes. Je sais pas faire autre chose et ça m'emmerde profondément et j'ai pas envie, pour être honnête. Et on m'écoute pareil, voire plus, sincèrement, parce qu'on n'écoute plus, tu vois, l'école blanc qui vulgarise, c'est tout le contraire, qui intellectualise des concepts. Il faut vulgariser aujourd'hui. Tout à fait. C'est comme ça que tu sais tellement parler d'accord aux gens. avec toi. Je supporte pas les discours où tu comprends rien. Ouais, Stop. Parle-nous simplement, un vocabulaire simple, accessible à tous. Arrête de rendre le truc compliqué, accessible qu'à l'élite. Je déteste ça. Arrête d'essayer de prouver aux gens. Essaye d'être compris. Soyons simples. Je suis d'accord avec toi. Les locomotives, ce qu'elles adorent, c'est des filles, si tu veux, je te le disais tout à l'heure, beaucoup, qui ont envie de transformer leur vie, qui ont envie de cultiver davantage leur audace pour oser, pour faire des choses comme toi. Tu vois, vraiment, c'est des personnes qui ont besoin d'inspiration, comme toutes les invitées que je reçois à ce micro, dont toi. Donc toi, tu as un parcours qui est très inspirant et c'est ça que j'aimerais un petit peu comprendre. Est-ce que tu peux un petit peu me détailler, alors sans trop me détailler, Dorit, sinon on est là jusqu'à demain. On va essayer, je me promets. T'emballes pas. Je vais essayer de ouf. En gros, ce que j'aimerais savoir, c'est donc à tes 18 ans, tu pars de chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai eu 30 ans le 17 août. Millions. Donc, qu'est-ce qui se passe en gros de tes 18 à tes 30 ans, s'il te plaît? Et quel a été le déclic pour aujourd'hui, tu as vraiment trouvé ta voie. Je l'ai lu dans un de tes posts aujourd'hui. Tu es vraiment là où tu dois être et tu vis un peu une vie qui était peut-être inespérée, tu vois, à 18 incroyable. Ans. Voilà, c'est juste incroyable. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me raconter un peu les étapes de 18-30 ans? Émotionnel ou Non, là, on part vraiment de ton parcours professionnel. Ok, pro. Alors, que des tafs alimentaires. Parce que pour moi, déjà, je savais faire que ça. Et surtout, j'étais dans l'urgence quand ma mère m'a mis à la rue. Donc, beaucoup de harcèlement moral de la part de mes managers. Beaucoup de sensations de ne pas être à ma place. Beaucoup de sensations aussi de gâcher mes compétences. Toujours pareil, sans prétention aucune, mais de me dire, putain, mais tu mérites mieux que ça, en fait. Même s'il n'y a pas de sous-métier, on le rappelle. Il n'y a absolument pas. Mais on ne sait jamais s'il y a un éditeur qui se balade pas. Non, et puis je suis très en paix avec ça. Tu sais que quand j'en parle à mes potes, je leur dis, mais tu sais que si demain tout s'arrête, je n'ai aucun mal à redevenir même caissière parce que j'étais pas malheureuse. Et moi, là, j'achète mon appart content. C'est pas vrai. Machallah. Pardon, la meuf, elle met ça, elle pose ça là comme ça, genre de rien. Mais parce que pour moi, c'était un life goal. Mais c'était un life goal parce que comme je suis très insécure du fait que ma mère, elle m'a mis à la rue, moi, maintenant, je sais que ça y est, c'est chez moi, ça bouge pas. Et à partir de là, c'est que du bonus, la thune qui tombe. Donc même si je fais un taf alimentaire où, admettons, j'ai un manager super cool et surtout une équipe que je kiffe, est-ce que je serais malheureuse? Pas du tout.
Pas du tout. La réussite, elle est intérieure. Donc non, il y a absolument pas de sous-métier. Et j'ai un profond respect. J'ai été responsable caisse dans un Super U. Putain, c'est dur. C'est dur. J'ai tellement de respect pour les caissières. Il faut les respecter. Il faut leur dire un mot gentil. Merci, bravo pour ce que vous faites. Moi, depuis que j'ai fait beaucoup de ventes, tu vois, tous ces tafs alimentaires, c'est des tafs de merde. C'est des tafs de contact qui sont difficiles. T'as des clients super, mais t'en as, ils te respectent pas du tout, ils te chient dessus. Et depuis, je fais toujours attention, tu vois, à leur dire bon courage. Et quand ils sont gentils, je le dis. Et il faut retrouver ça. Et du coup, je me sentais gâchée. Mais pour moi, je méritais que ça, tu vois. J'étais dans cette phase un peu de résignation jusqu'au moment où j'étais en recherche d'emploi. Donc je te passe, harcèlement sexuel dans des boîtes, du piston. Enfin, j'ai tout vu. Vraiment, c'était n'importe quoi. Okay. J'ai vu tous les vices du monde du travail, ma chérie. Hein. C'est marrant parce que du coup, tu vois, c'est finalement ce que t'as vécu, tu vois, qui fait ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui, je te dis, sinon j'aurais rien à dire. Hein, tout. Non mais, tout ce que j'ai vécu, je le raconte. Oui, mais Et malheureusement, je suis pas la seule. Hein. Ça fait écho à beaucoup de gens. Hein. Tout ce qui est discrimination, harcèlement, malheureusement, c'est très, très, très courant. Le management toxique, en France, le management est malade. Hein. Non, mais il faut le dire, hein, vraiment. Il y a combien, on avait dit dans mon podcast, il y a plus de 40% des managers qui sont pas formés au management. Tu vois ? Mais bien sûr. Je pense qu'à partir de là, on peut... je pense que ça en dit long et on comprend beaucoup de choses. Juste pour faire le parallèle, quand j'ai annoncé que je démissionnais, sachant qu'il avait vu que j'avais la peau sur les os, sur les os, que je traversais un burn-out, que je faisais de l'anxiété généralisée, que bref, j'avais des jours d'absence, etc. J'étais complètement au bout de ma vie. Quand j'ai annoncé que je démissionnais, mon manager m'a limite fait la gueule. Putain, mais tu vois. Tu te rends compte ou pas ? Mais où est l'humain dans tout ça ? Il y en a pas. Non, mais ça rend ouf. Cette situation, j'étais là, mais j'ai envie de te vomir dessus, en fait. Non, mais totalement. Ouais, non, mais tu sais quoi ? C'est ce que je dis toujours aux gens quand ils me racontent des histoires comme toi. Ça me dégoûte, mais je ne suis pas choquée. Parce que j'en ai tellement entendu, si tu savais. Et du coup, tu vois, à l'aube de mes 30 ans, je me dis, putain, il serait peut-être temps que tu fasses un truc que tu as envie de faire. Et là, on vient à un autre sujet où, putain, tu pourrais vraiment même m'inviter sur ça spécifiquement parce que ça me passionne. C'est l'enfant intérieur. Attends, pourquoi tu dévis comme ça, là ? Là, on était sur ton parcours. Mais oui, je suis toujours dessus. Non, je suis toujours dessus. Okay, t'inquiète. Mais tu sais que moi, je digresse beaucoup, mais je reviens toujours à l'origine. Hein. À l'aube de mes 30 ans, justement, je me suis questionnée. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire professionnellement ? C'est dans ce sens-là que je te dis ça. Super. Okay. Et du coup, je me suis dit, là, il faut que tu questionnes ton enfant intérieur. Et pour moi, c'est ça l'essence de ce qu'on veut faire, en fait, dans la vie. Des fois, tu te perds, tu vois, t'es là et tu te dis, ouais, les rencontres, l'argent, le pouvoir, les guerres d'ego, les machins, tu sais même plus qui t'es. Ton enfant intérieur, il sait qui t'as envie d'être. Et généralement, quand tu te rappelles ce que t'aimais faire quand t'étais petit, t'as les éléments de réponse de ce que tu veux faire et là où tu dois être à ta place. Et moi, j'en suis revenue... Tu m'as volé mon discours, là. Meuf, il y a un feat entre nous. J'adore. C'est Gémeaux-Lion, ça. C'est ça, ça match à tout. Mes potes Gémeaux, franchement, c'est de la frappe. C'est les bestes. Ouais, de ouf. Et Sagittaire, je kiffe. Sagittaire. Pour moi, c'est le meilleur signe, quand même. Mon mec est Sagittaire. On adore. Putain, Gémeaux, Sagittaire, ça match en plus. On adore. Ouais. Bon, on revient à l'origine. Un prochain épisode sur l'astro, parce que t'es vraiment branché astro. Hein. Mais oui, j'ai créé un site internet sur l'astrologie en 2017 et je vais animer un plateau Twitch sur l'astrologie. Attends, tu vois, centre d'appel. Les gens vont poser des questions en mode oui, mon mec est Sagittaire, moi je suis Lion, est-ce que c'est compatible ? Ah, mais oui, mais j'ai trop de projets, meuf, laisse tomber. Bref. Non, mais attends, et du coup, ça c'est très très intéressant. On disgresse de ouf. Mais oui, j'adore. Parce que moi, je veux absolument. Tu sais bien que les jumeaux, on est complètement tarés de curiosité. Ouais. Là, moi, je veux comprendre, du coup, pourquoi t'as créé ce site-là en 2017, tu vois ? Parce que là, t'as sauté des étapes, t'es à la veille de tes 30 ans. Oui, mais parce que je parle beaucoup. Il y a un moment, t'as vu, il faut aller straight. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir. En vrai, tu vois, pourquoi tu crées ce site-là, tu vois ? Oui, mais parce que ça, pour le coup, c'est hors pro, c'est vraiment intérieur. Et on était sur l'autoroute pro. Là, c'est parce que comme j'étais profondément perdue dans ma life et que je ne savais pas qui j'étais, que j'avais une mère très rabaissante, très humiliante, je cherchais des éléments de réponse sur ma personnalité et du coup l'astrologie ça a très vite été une évidence, mais pas que numérologie, tu sais, je suis très sorcière, je suis très dans les énergies, la numérologie, même la colorimétrie, la signification des couleurs et tout ça, tu vois, ça m'a fascinée et je me retrouvais vachement là-dedans. Et tu sais que c'est juste intéressant qu'on le dise rapidement, c'est un de icebreaker que j'ai vu dans ma carrière pro, c'est-à-dire que tu vois, j'ai bossé dans des endroits typiquement, tu vois, la CPAM, j'ai bossé à la CPAM, j'ai bossé à la CAF, c'était dans des open space et au début les gens ne nous parlaient pas à nous CDD, on était vraiment un peu dans notre coin.
C'était un peu t'avais la team CDI, CDD. Non, mais vraiment. Et en fait, à un moment, je sais plus trop comment et pourquoi, j'en suis venue à parler avec une meuf en CDI et je lui ai dit du coup toi je sais plus quel signe elle était, je crois elle était cancer. Je lui ai dit toi c'est ça. Je crois que c'était parce que c'était son anniversaire et je lui ai dit mais du coup c'est quand, parce que tu sais tu me donnes une date de naissance, j'arrive direct à te dire c'est quoi le signe associé et je lui ai dit tiens c'est marrant t'es cancer, du coup c'est ça et du coup t'as tout le monde qui écoutait et je peux te jurer que j'avais la queue derrière elle des gens qui me disaient en fait faut pas trop le dire parce qu'on va dire putain les gens ils bossent pas à la CPM ça va encore partir en couille. Putain, moi en plus. Et du coup, j'avais la queue derrière en mode moi je suis Gémeaux, moi je suis Lion, moi je suis Sagittaire. C'est sûr. Moi, j'aurais été la première à sauter de mon bureau. Non, mais on fait des pauses, c'est important de faire des pauses au taf. Et en fait, de là, le lendemain, t'arrives, Dorit, ça va et tout, et tu crées du lien. Et donc, voilà, petit aparté sur ça. Ok. Et du coup, si on revient sur l'enfant intérieur, moi, l'écriture, ça a toujours été quelque chose qui m'a fascinée. On n'a pas parlé de Skyrock, mais avant d'être sur LinkedIn, entre guillemets, j'ai percé sur Skyrock. Quoi ? À 16 ans, en fait, j'ai eu 3 blogs. Non, mais attends, Dorit, tu te rends compte déjà de la créativité, de la manière dont tu étais déjà une entrepreneuse, en fait. Tu as toujours été une entrepreneuse. Non, je dis plus une poète et quelqu'un qui allait pas très bien et qui était très seule et qui avait besoin d'exprimer des choses et d'être entendue et écoutée là où elle avait pas d'amis et où elle avait personne pour l'entendre. Et pourtant, j'ai toujours eu des choses à dire. Mais entrepreneuse... je dirais plutôt créatrice de contenu. Et tu sais, je vais te dire un truc très drôle, c'est que je déteste les réseaux sociaux, j'ai horreur de ça. Sauf LinkedIn. Tous. Quoi ? Non, mais depuis toujours. Tu sais que j'ai vécu 5 ans sans réseau et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et pour moi, les réseaux, c'est juste un pouvoir de passer des messages. Mais moi, je suis quelqu'un, tu sais, je suis très ancrée avec la réalité. Je te le disais en off. Je ne suis proche aucun créateur de contenu LinkedIn. Ce n'est pas mon monde. Moi, LinkedIn, je l'ouvre, je poste mes messages, je regarde un peu pas forcément des créateurs de contenu, mais plutôt des gens qui me suivent et qui vont publier des CV que je vais pouvoir booster ou quoi. Et je ferme. Et tu sais que je te jure, tu regardes mon temps d'écran sur LinkedIn, je suis à 15-20 minutes par jour. Ah non, mais vraiment. Et je fais une détox des réseaux sociaux 1 à 2 jours par semaine. Parce que, je n'aime pas ça, vraiment. Je suis pas quelqu'un qui est dans ce délire de fame, de bizarre et tout. C'est pas mon monde. Ça ne m'intéresse pas. Les guerres d'ego, tout ça. Tu sais que j'ai vu des gens commencer à 3000 abonnés. Dès qu'ils en ont 10 000, 20 000, ils partent en couille totale. Et puis, on va même pas rentrer dans le délire du problème d'alignement entre les créateurs qui vont parler de bienveillance et d'échange et tout. Et qu'en réalité, c'est pas du tout ce qu'ils font. Enfin, bref, moi, je te jure, tu demandes à qui tu veux. Je suis pas là pour me vendre, je m'en bats les couilles, mais je suis la même avec tout le monde. Moi, c'est génial, ça c'est le plus important. Il y a des jours, on m'arrête dans la rue 5 fois. Je prends le temps avec tout le monde. Je prends les LinkedIn de tout le monde. Si je peux derrière aller les pousser, si c'est des chercheurs d'emploi, je le fais. Je m'intéresse aux gens, tu vois. Je leur dis, tu fais quoi dans la vie, machin. Et ces délires où tu fais la star. On a 10 000, 20 000, 60 000 abonnés, même 100 000. On guérit pas le cancer. Évidemment. Arrêtez de vous prendre pour des oufs, en fait. Tu sais que, attends, je me permets de raconter une petite anecdote qui a un peu rien à voir avec ce qu'on dit. Enfin, si, il y a un lien. En fait, quand j'étais très jeune et que je postulais pour mon premier CDI à Paris, je me suis toujours mis dans la tête, il faut pas que tu sois intimidé par tes managers, par les directeurs, etc. Et du coup, je les imaginais... attention à ce que je veux dire. Mais quand tu imagines la personne toute nue, sans rien. C'est un classique. Non, mais vraiment, tu te dis, ok, imagine que ton boss, là, aujourd'hui, c'est plus rien. Il a plus de taf. C'est plus rien. Non, mais tu vois, il a plus... C'est une merde. Non, c'est pas ce que je veux un dire. cassos. Il gagne plus ses 10 000 par mois. Il a plus son costard sur lui, etc. Il est juste comme nous tous. On est tous pareils. Et en fait, ça m'a vachement servi à être audacieuse et à oser demander des trucs. Ok, là, je veux une promotion. Là, je veux changer de taf. Enfin, je veux changer de job au sein de l'entreprise. Ça m'a vraiment, tu vois, je trouve que ça aide finalement. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais. Ton nombre d'abonnés, ça fait pas qui tu es. Demain, tu peux être la star de la toile, mais après-demain, tu peux être malheureusement pas plus personne, parce que justement, tu n'es pas personne si t'es plus la star des réseaux sociaux, mais tu ne peux plus être sous les projecteurs.
Et c'est pour ça qu'il faut essayer de se détacher de ça, quoi. Mais je suis 1000 fois d'accord avec toi. Mais c'est pour ça, tu vois, l'ego, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. C'est même pas du pouvoir, c'est de l'illusion du pouvoir, hein, on va être très honnête. Mais du coup, tu vois, Skyrock, moi, j'ai commencé à créer du contenu dessus. J'ai été très, très vite reconnue dessus. Au bout d'1 mois, quasiment, sur chacun de mes blogs, j'avais un blog BD parce qu'à la base, je dessinais. Alors, on va être très honnête, j'ai pas eu assez de talent pour en vivre. J'ai même pas essayé parce que j'en avais conscience. Hein. Il faut être très conscient de soi-même. Hein. C'est pas mal et c'est pas se dénigrer, c'est que des fois, t'es pas bon dans un truc ou alors t'es moyen et il y a pas de place pour le moyen dans certains domaines. Et j'avais un blog BD où sur Skyrock, il a eu un très bon accueil. J'ai été élu blog star. Un blog philo, psycho, poésie parce que j'écris beaucoup de poésie aussi. Okay. Et je suis une grosse fragile, ça va pas l'air comme ça. Et un blog aussi où je faisais des chroniques humoristiques. Et les 3 ont été élus blog star, ce qui fait qu'en fait, pendant 3 mois, j'ai été en page d'accueil de Skyrock. Donc, je connais les haters depuis que j'ai 16 ans. Ouais, donc aujourd'hui, je ne les vis pas avec violence parce que je connais ça depuis que j'ai 16 ans. Et finalement, je me suis questionnée sur tout ça, tu vois. Je me suis dit, mais l'écriture, en fait, t'adorais passer des messages, t'adorais faire ça. Complètement. Et finalement, va t'orienter dans un job de com où tu vas gérer la com d'une boîte, tout ça. Et donc, je me suis lancée dans ça, dans ma recherche d'emploi. Ça donnait rien via Indeed, via Pôle emploi, via Monster, tous les trucs de recherche d'emploi qu'on connaît. Et là, je me suis dit, putain, c'est des mails de refus automatique sur mails de refus automatique, pas de réponse, horrible. Donc, du coup, tu fais quoi? Tu te dis, tu vas aller sur ce réseau que tu détestes, parce que je détestais LinkedIn. Pour moi, c'était un réseau de droite patriarcale. Ah non, c'est le réseau tenu par Bernard, 57 ans, qui t'apprend la vie à toi, femme, qui, d'ailleurs, si tu prends la parole, prends-la, mais pas trop fort, sois gentil quand même. Complètement. Et je voulais pas aller dessus parce que moi, je suis quelqu'un de très fun, je suis très, très real, très entière et tout. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais me faire chier dessus, quoi. Donc, je me suis dit, OK, c'est quand même un réseau pro. Si tu veux trouver du taf, c'est ta dernière chance. Donc, j'ai pris un parti pris, c'est celui d'oser, justement, être audacieuse et être moi-même. Bravo. Et ça ne m'a pas demandé d'effort parce que c'est dans ma nature. Direct, dès le j'assume. Ouais, j'assume. Ah ouais, je m'en fous, en fait. Ah, je t'ai dit, la vie est trop courte pour jouer un rôle. Et je suis pas de ces gens-là qui mettent un masque. Donc, tu vois, j'ai tout de suite. Tu juste, tu savais ce que tu allais proposer quand tu as fait ton premier post? Tu savais quel service tu allais proposer? Pour être honnête. Non, mais je cherchais un CDI. Hein. Je cherchais un CDI de directrice ou chargée de communication, ou alors directrice artistique, ou en tout cas un truc de community manager. Enfin, tout ce qui gravite autour, ce que j'avais fait entre-temps, une formation d'infographiste, tout ce qui est autour de la com ou de l'artistique. Et en fait, moi, je le sais parce qu'on me l'a beaucoup dit, j'ai été précurseur de l'humour sur LinkedIn. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, j'ai tout niqué. Je suis arrivée, j'ai lancé des mèmes avec des squelettes, genre en mode quand j'attends que Pôle emploi me réponde au téléphone. Je faisais des jeux de mots croisés avec Châtelet, le métro 13, la Reine des Neiges, mais des délires. J'avais tous les boomers qui venaient, mais on n'est pas sur Facebook. Et j'avais aussi, j'ai capté. Tu t'es pris mass dater, je suis sûre. Ouais, quelques-uns. Ils sont méchants sur LinkedIn. Moi, au début, quand je suis arrivée, ils ont été très méchants. Non, mais oui, mais après, bon, tu leur tapes sur la tête, ça va 2 minutes. Ils ont une vie triste, ils sont malheureux, ces gens-là, il faut avoir de la peine, ils ont que ça à foutre. Mais tu sais, il faut écouter la chanson Patrick d'Angèle. Elle explique très bien le mindset bizarre des haters. Elle dit, Patrick a 50 ans, il a 2 enfants, il couche moins avec sa femme qu'elle avec son amant. Et le soir, il vide sa haine et ses tripes. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est... Et du coup, moi sur LinkedIn, j'ai proposé des trucs très très fun, très différenciants, et du coup j'ai attiré vraiment une grosse communauté qui me disait mais merci parce que putain qu'est-ce qu'on s'emmerde ici en fait. Donc j'étais dans une dualité. LinkedIn. Ouais, j'avais une dualité entre des posts storytelling sérieux où je partageais mon vécu et tout, et des posts comme ça très fun. Et en fait, je me suis retrouvée très vite, au bout d'1 mois, à faire un post sur les tatouages en milieu professionnel, où j'ai dit qu'en fait, on n'en a rien à foutre qu'un candidat, il ait des tatouages, il ait des piercings, les cheveux colorés ou quoi que ce soit, que ce qui compte... On est tellement en retard là-dessus. Tu compares à l'Angleterre, par exemple. Oui, mais tu vas à Londres, tu vas aux States, on te regarde même pas, tu peux te balader à poil, on n'en a rien à foutre, en fait. Ça, 30 ans, mais totalement. Et moi, j'ai dit qu'en fait, tout ce qui compte chez un candidat, c'est les compétences et c'est le potentiel. Et ce post a fait plus de 2 millions de vues, plus de 23 000 likes. Juste, attends, est-ce que tu peux nous rappeler, pour qu'on comprenne un petit peu la croissance de ta vie d'entrepreneuse, ton premier post sur LinkedIn, tu l'as fait en quelle année? C'était fin octobre, début octobre 2021, le premier. Attends, mais c'est et par contre, le post qui a buzzé dont je te parle, c'était fin octobre 2021.
qui a buzzé particulièrement. Mais attends. Donc, en fait, tu as eu une croissance limite instantanée, en fait. Enfin... Oui. Mais après, franchement, juste pour terminer ça, parce qu'après, je risque juste d'oublier, il m'a rapporté quand même plus de 200 propositions d'emploi, ce poste. Et que du coup, tu en as pris aucune? Si. Ah si, ok. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de RH qui me disaient « Mais Dorit, vous êtes folle, supprimez ce poste. Moi, vous savez, je vous dis ça en toute bienveillance, mais il y a plein d'entreprises qui n'aiment pas les tatouages, vous allez vous fermer des portes. Mais en fait, restez loin de moi, mais vous m'intéressez pas, bad bitch que vous êtes. Mais vraiment, des entreprises qui discriminent et qui vont me juger sur mon apparence. Est-ce que moi, j'ai envie d'aller bosser dans une vieille boîte éclatée de 9h à 18h où je vais pas être moi-même, mais jamais de la vie. En fait, je mérite mieux que ça. On mérite tous mieux que ça. Mais vous m'intéressez pas. Donc, en fait, tu prends un parti pris et c'est le parti pris, c'est Story of My Life. C'est, tu te fermes les mauvaises portes et tu t'ouvres les bonnes portes, celles qui t'intéressent. Donc, bien sûr que ce poste, pour moi, c'était une évidence. Et pour revenir sur ce que tu disais, oui, ça a pris très vite, mais sans prétention aucune. Et j'écris bien, je le sais. Il y a un moment, tu vois, ça c'est très français, la fausse modestie. Il y a des choses où je suis pas du tout sûre de moi. J'ai des complexes de l'imposteur et des syndromes de l'imposteur dans à peu près tout ce que je fais. Tu me montres une chronique que je fais à la télé, mon audience, où les gens vont me dire c'est super. Moi, j'envoie des SMS à ma pote tout le temps pour lui dire mais qu'est-ce que je suis nulle. Mais autant, par contre, je peux te dire que j'écris bien parce que pour moi, j'écris bien. Voilà, c'est. Mais tu sais quoi? Tu dis quand même plein de choses. Je suis consciente. Tout ce qui est fausse modestie, etc. C'est un truc que je dis souvent. Je dis non, mais ça, c'est de la fausse modestie. Je supporte pas ça. Non, mais faut arrêter, tu vois, cette injonction à ne pas avoir confiance en soi. Au contraire, il est où le mal à avoir confiance en soi et à s'affirmer et à dire, bah là, je me trouve belle, ou là, bah, je trouve que je suis bien. Et là, tout de suite, les gens, ils vont te regarder, ils vont dire, ah, mais si tu te la pètes, ça va les chevilles. Bah non, en fait. Oh, on doit toujours être là, on doit être vicose. On doit dire, ouais, franchement, je suis nulle, je suis misérable. Mais c'est quoi cette vie de merde? Non, mais stop. Non, mais il faut arrêter. Non, mais voilà. Voilà. Donc, du coup, tu vois, j'ai observé aussi les codes de LinkedIn et finalement, ça a appris. Et puis aussi, j'ai fait les choses dans le bon ordre. Je suis pas arrivée direct à créer du contenu non plus. Au début, je me suis intéressée aux autres. LinkedIn, c'est un réseau social, c'est un réseau humain. Si tu vas pas t'intéresser aux autres, le jour où tu crées du contenu, il y aura personne pour te soutenir. Alors que si tu t'intéresses aux autres avant de créer du contenu, les gens, ils vont venir se rappeler et dire, putain, Dorit, ça fait un moment, elle est sympa, elle s'intéresse à nous. Et du coup, c'est de là que tu te crées une audience. Et le jour où tu fais un post qui a plus de résonance que les autres, comme a priori ce post dont je te parle sur les tatouages en milieu professionnel, les gens s'emballent un peu plus. Et il s'est trouvé aussi que je pense ça a un peu joué. Pendant un mois, j'avais jamais mis de photo de moi. Et ce post, c'était le premier où j'avais mis une photo de moi. Et je pense que les gens, ils s'attendaient pas à ce que j'ai ce physique aussi atypique. En vrai, franchement, c'est des hypothèses que je te dis, j'en sais rien. Je veux pas résumer non plus ça à un physique. C'est la plume, c'est les tatouages, c'est... Un peu le coming out en mode, elle se montre physiquement aussi. Je pense qu'il y a eu un truc en mode, ah, c'est elle, Dorit Naon, genre. Je sais pas comment l'expliquer, mais bon. Et du coup, j'ai pris un CDI et j'y suis restée quelques mois. Et puis, j'étais directrice communication digitale et directrice artistique. Madame! Attends, on a 200 propositions. T'as dit, ok, c'est quoi les salaires, les gars? Non, franchement, voilà, je me suis lancée là-dedans. Et du coup, après, au bout d'un moment, très vite, je me suis retrouvée à 30 000 abonnés. Et je me suis dit, au bout de quelques mois, je me suis dit, meuf, quand même, tu peux gagner mieux ta vie. Et aussi, tu peux être beaucoup plus libre. Et surtout qu'à ce moment-là, j'avais rejoint une agence d'influence LinkedIn. Et je me rendais compte que même si... voilà, il y avait certaines conditions dans ce taf. T'as pas la pleine liberté quand t'es salarié, ce qui est normal. On va rentrer dans un autre débat, mais en tout cas, quand t'es entrepreneur, tu as la pleine liberté de gérer ton temps comme tu l'entends. Et voilà, je voulais essayer, même si moi, je suis fondamentalement quelqu'un qui est très, 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 très insécure, même aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout fait pour moi sur le papier. Alors c'est fait pour moi parce que il y a ce côté très libre et ce côté très où moi je déteste l'autorité à la base et du coup ça c'est cool et tu peux mieux gagner ta vie. Mais par contre, moi, je n'ai jamais eu de stabilité dans ma vie, j'ai eu une mère très instable, elle m'a foutu dehors quand j'avais 18 ans. T'as jamais eu peur de l'instabilité peut-être aussi. Tout le monde a peur de pas avoir de CDI, de machin, toi ça t'a peut-être jamais fait peur aussi. Alors, moi, j'ai toujours voulu la stabilité absolue. T'as toujours voulu la stabilité. Oui, j'ai toujours voulu la stabilité. J'ai toujours voulu un CDI, une petite vie bien rangée, parce que justement, je l'ai jamais eu petite. Et c'est d'ailleurs pour ça que là, pour moi, c'était extrêmement important d'acheter mon appartement content. Parce que... T'avais redis-le encore une fois, s'il te plaît. J'ai acheté content et j'ai les clés le 28 novembre. Oh my God. Voilà. Attends, à Paris ?
Dans les Yvelines, personne ne peut acheter à Paris, chérie, soyons réalistes. Ou alors un box de parking. Peut-être que la fille est millionnaire aujourd'hui. Là. Est-ce que tu parles d'ailleurs d'argent? J'ai pas de tabou sur ça. Sérieux? Donc on peut te demander combien tu gagnes? Tu peux me demander combien je gagne. Ok, vas-y. Il n'y a pas de souci. Tu me demandes combien je gagne, c'est une demande officielle, Sandra. C'est ouf. Enfin, moi, je suis encore très impressionnée de ces personnes-là. J'ai pas de tabou. Faut arrêter avec les tabous à la con. Ça crée des triggers stériles qui n'ont pas lieu d'être. Alors, moi, mon premier mois d'entrepreneur, j'étais à 14 000 direct. Et puis ensuite... Franchement, c'est beau. Hein. Ouais. Un premier mois, tu te rends compte? Ouais. Mais après, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de mystère. Mon audience était déjà là. Pour avoir la continuité. T'as annoncé le truc? Genre, les gars, maintenant. Mais c'est pour ça qu'en fait, je te dis ça. C'est que je me suis dit, meuf, waouh, te lance pas dans l'entrepreneuriat. T'as besoin de stabilité psychologique, émotionnelle. Et ce que tu sais que c'est. Je vais te citer une phrase que dit beaucoup de Jamel Debbouze. C'est moi, même si aujourd'hui j'ai beaucoup d'argent, pour moi, demain, je vais me retrouver à nouveau dans la merde et pauvre. C'est irrationnel. Quand t'as vécu la galère, c'est irrationnel. Tu penses que ça va revenir et que c'est pas là. Alors que, machallah, tout va bien. Hein. Mais moi, je suis comme ça. Et ça, c'est quand t'as un vécu comme le mien. Et des gens comme Jamel, tu vois, je le connais pas, mais ça fait du bien à entendre parce que je me dis, en fait, je suis pas bizarre. C'est que vraiment, on a des putains de traumas, mais vraiment. Et je pense que tout le monde a peur de perdre. Tu vois, on a toujours peur de perdre ce qu'on a. Ouais, encore plus sincèrement, je pense quand t'as un vécu pourri comme ça. Et je me suis dit mais quand même, laisse-toi la chance. On parlait de Pôle Emploi en off. J'avais la chance justement d'avoir le droit au chômage. Donc je me suis dit au pire qu'est-ce que tu risques? Tu te laisses 2-3 mois d'essai, t'as le chômage, t'as le droit au chômage, et puis tu chercheras un CDI. De toute façon, t'as une audience. T'as eu 200 propositions d'emploi il y a quelques mois. Tu pourras les avoir à nouveau si jamais tu veux te retourner après en CDI. Tout à fait d'accord. Donc j'ai fait un post où j'ai beaucoup réfléchi à mon produit. Donc, je me suis dit, tu écris bien. Ta cible, je le savais grâce à l'agence d'influenceurs dont je faisais partie. Ils avaient analysé mes stats. Ton audience, c'est 95% de CEO, de fondateurs et de DRH. On va pas se mentir, c'est eux qui ont du pognon. C'est ce que j'allais dire. La best cible ever. Donc, c'est ça, tu vas pouvoir facturer, mais tu vas facturer quoi? Et donc c'est eux qui t'ont aidé à créer ton offre? Jamais de la vie, toute seule, chérie. Jamais, toute seule. Donc là, je me suis dit, je vais me lancer Ghostwriter. Donc, je vais écrire les posts LinkedIn des chefs d'entreprise. Ce qui me permettra. Les gars, faut que Dorit me forme. Ce qui me permettra, tu vois, d'avoir une grande liberté de temps. Parce que là, pour le coup, ça, tu es libre de ton temps. Et j'écrivais de plus en plus vite mes posts. Donc, je me suis dit, ça, c'est un bon compromis. Aussi, la formation LinkedIn. Au début, j'avais ces produits-là. Et pourquoi pas l'influence si je suis sollicitée par des entreprises qui me plaisent pour les mettre en avant. J'ai lancé le post, j'ai dit machallah. Le post, il a eu plus de 3300 likes et j'ai reçu direct énormément de rendez-vous Calendly. Genre, j'en ai eu plus de 50 en 15 jours. Par contre, non, mais je tiens à nuancer parce que j'ai pas envie de vendre du rêve aux gens. Ouais. C'était absolument pas qualifié, c'était une misère. J'ai failli me remettre salarié parce qu'en plus, j'étais en lien avec des boîtes très importantes qui me proposaient des CDI très bien payés et j'étais à 2 doigts d'accepter et parce que j'enchaînais les calls de gens déconnectés qui n'avaient pas conscience du budget, mais c'est ma faute. En fait, je me disais, les gens d'eux-mêmes, ils vont savoir que ça a un prix, mais pas du tout. J'avais pas qualifié mon calendrier, donc en voyant ça, j'ai qualifié mon calendrier, j'ai rajouté 10 questions, je l'ai verrouillé à mort sur le budget, sur... Ah oui, mais maintenant c'est... Le budget. Ah ouais, non, mais maintenant c'est Prison Break, mon calendrier. Donc du coup, c'est Koh-Lanta, les poteaux, le parcours du combattant. Moi, je sais que maintenant, les gens, si je les ai au téléphone, c'est que mon time, il n'est pas perdu. Il est à combien du coup? Je convertis quasiment tout, en fait. C'est très, très rare que je convertisse pas. Parce que... T'es forte. Ouais, mais parce que les gens, quand ils m'appellent, déjà, généralement, ils me connaissent, donc du coup, ils sont convaincus. Vrai, et en plus, le prix n'est pas un sujet, parce que c'est dans mon calendrier, c'est transparent. Donc, il le valide, il coche, le prix c'est bon, tu vois. Et du coup, ça a bien pris 1 mois avant que j'ai vraiment des clients. En fait, et tu sais que c'est très marrant ça. J'ai fait 2 posts coup de gueule pour dire les gens, vous me cassez les couilles en fait, parce que, j'enchaîne les calls où vous avez conscience de rien au niveau du prix et tout, et genre vous me faites perdre mon temps. Et c'est fatigant parce qu'en fait, le travail a de la valeur. Ouais. Et vous croyez que genre, sans prétention, je suis en train d'écrire un livre sur LinkedIn avec le groupe Albin Michel. À l'époque, c'était le cas, c'était il y a 1 an. Oui, ça a de la valeur. Non, ça vaut pas 100 balles par mois. Arrêtez vos conneries, quoi. Parce que grâce à ce que tu vas faire, ils vont gagner eux aussi énormément. Mais bien sûr. Et c'est ce poste-là,
putain, et passer des coups de gueule sur LinkedIn, les gars, parce que c'est délire. Ces 2 posts-là m'ont ramené mes 3 premiers clients. Et de là, ça s'est pas arrêté. Donc, j'oscille entre minimum 10K et 30K par mois. Il y a des grosses variations selon les périodes, ce que j'accepte, ce que j'accepte pas, mes projets et tout ça. Pardon, je te coupe, mais je suis obligée si je te pose des questions. On parle que de que de tes services copyright? Non, tout, parce qu'après, du coup, j'ai développé plus de services. Donc après, j'ai beaucoup plus été sollicitée pour faire de la télé. Et c'est quelque chose que j'aime profondément, qui me fait vibrer et que j'abandonnerai pour rien au monde. Et au contraire, aujourd'hui, tous mes rêves sont en télé, vraiment. Et quand j'ai des retours comme Virginie Guillaume, que j'embrasse, qui est une pointure de la télé, qui a animé La Nouvelle Star, qui a animé les Victoires de la musique, qui a été la voix de la France à l'Eurovision. Pas en termes de chant, mais le porte-parole de la France, voilà, à l'Eurovision. Je l'ai interviewée dans mon nouveau pilote d'émission où je suis animatrice, et qu'elle me dit c'était super et t'as vraiment du talent et tout. Et bah, tu vois, non seulement j'aime ça, mais apparemment, et tout le monde me le dit, j'ai un truc pour ça. Apparemment, je suis vraiment à l'aise à l'oral. C'est ça, en fait. Et j'aime profondément ça. Donc maintenant, j'ai un revenu aussi par rapport à ça. Parce que comme je te le disais en présentation, je suis animatrice du podcast Remue Manage. Je suis chroniqueuse télé aussi. Maintenant, j'anime aussi des émissions, des plateaux Twitch. Ça va se développer. J'ai rendez-vous avec une grosse chaîne. Je veux pas du tout me porter l'œil parce qu'il y a beaucoup de mauvais œil. Donc je dirais pas le nom de la chaîne, mais j'ai rendez-vous avec une grosse chaîne là à la fin du mois pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc j'ai plusieurs produits et je pense que l'intelligence d'être smart, c'est surtout ça. Absolument. Si t'en as un qui s'effondre, il faut que tu en aies plusieurs. Donc j'ai le ghostwriting, j'ai la formation LinkedIn, je fais de l'influence. Donc l'influence, comme je te disais, j'étège tout le monde parce que je me voyais pas prôner. J'ai un profond respect pour ma communauté. Je ne leur proposerai jamais des choses qui sont pas en cohérence avec ce que je propose et même mes valeurs à moi. J'ai fait un partenariat d'influence avec Adecco à partir de là, fin d'année, je suis l'égérie et le visage de l'expertcomptable.com. Pour moi, c'est un... J'ai cru que tu allais me dire de L'Oréal. Ah, mais vas-y, je suis chaud. Je suis très chaud. Mais non, c'est un peu plus modeste. S'il y a L'Oréal qui te contacte et qui te dit oui, pour la simple raison. Non, pour la simple raison qu'ils ont une exceptionnelle politique diversité-inclusion. J'ai rencontré un mec qui est auteur. Il est auteur et à côté de ça, il est responsable marketing chez L'Oréal et il œuvre beaucoup sur la partie diversité-inclusion. Ils sont exemplaires, L'Oréal. Je vois beaucoup passer de choses d'eux sur LinkedIn. Oui, non, mais moi, c'est pas la fame qui m'intéresse. Hein. J'en ai rien à foutre. C'est ce que tu fais en termes de valeur. Et du coup, ouais, je vais avoir la partie influence qui va se diversifier où du coup, je vais être rémunérée pour être l'ambassadrice de l'expert.com. J'ai la télé et voilà, du coup, beaucoup de diversification qui font que, ouais, comme je te disais, je oscille entre 10K et 30K par mois selon les périodes, quoi. Trop bien. En tout cas, j'adore littéralement ton parcours, ce que tu es, ce que tu prônes. J'adore, ça me parle énormément et tu vois, j'essaie vraiment dans les locomotives de recevoir un maximum de nanas ou justement un peu ce que tu disais, mais pour le dire un petit peu peut-être de manière moins brute, des nanas qui n'ont pas forcément eu une cuillère en or dans la bouche et qui se sont sortis les doigts des fesses pour obtenir tout ce que tu as aujourd'hui. Parce que c'est toi qui l'as créé, c'est pas de la chance, c'est des opportunités que tu as créées. Il y a toujours une part de chance et aussi des bonnes rencontres. Mais que tu crées. Les bonnes rencontres, parce que tu étais au bon endroit, parce que tu as parlé aux personnes, parce que tu t'intéresses aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'intéresse, tu crois au destin, toi? Alors, je suis partagée. Je suis hyper partagée. Je crois je pense qu'on a une destinée dans le sens où on est fait pour quelque chose. On a tous une mission à porter. Je pense que chaque être sur cette planète est exceptionnel et il y a des qualités exceptionnelles, des compétences exceptionnelles, des dons, des talents naturels qu'on n'est pas aujourd'hui tous capables de développer parce que malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école. Hein. Nous, on nous apprend à faire des équations. Et des trucs qui nous serviront jamais. Et du coup, le dev perso, c'est pas quelque chose, tu vois, qu'on apprend à l'école. L'intelligence émotionnelle. Ouais, l'intelligence émotionnelle, mais tu vois, tout ça, c'est ça qui te permet aujourd'hui de faire ce que tu fais, d'exprimer ton talent, de t'exprimer pleinement. C'est ça qui, tu vois. Et je pense que tout le monde sur cette planète a un truc spécial, est unique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que ouais, on a une destinée. Après, au destin, je sais pas. Ça veut dire que tout est tracé et c'est un peu triste, tu vois, de penser comme ça. Ouais, ça c'est hyper profond, c'est hyper intéressant. Ouais, ça me parle. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pense qu'on a toujours une part où on peut intervenir et que il y a du destin dans certains trucs probablement, mais on a toujours la main finalement parce que sinon, ouais, comme tu dis, ça serait hyper triste et on se dirait mais
Enfin, ça sert à quoi finalement de se questionner, de chercher des solutions? On a qu'à se laisser porter, crever et même se laisser aller en fait et non. Et attendre. Ouais. C'est vrai que c'est pas stimulant de penser qu'on peut se reposer sur le destin. Par contre, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que on est tous liés, carrément. Tous les êtres humains sont liés. Je pense qu'il fallait qu'on se rencontre. Tu vois, souvent, je me dis, cette nana, fallait que je la rencontre. Et puis, je savais qu'il fallait que je te reçoive sur mon... Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs que tu sens aussi, quand même. Mais c'est vrai qu'on a un bon match d'énergie, hein. C'est trop bien. Mais voilà. Tu vois, ça, pour le coup, j'y crois. T'as l'intuition. Ouais. Je me dis, c'est sûr, il faut que je la reçoive, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on discute. Tu vois, il y a des choses comme ça que je sens. Après, est-ce que c'était le destin ou pas? Je sais pas. Pour moi, c'est plus une question d'énergie, de connexion les uns les autres. Tu vois, c'est plus comme ça que je vois les choses. En tout cas, super inspirant. J'avais une dernière question. Alors, j'ai une dernière question à te poser avant qu'on termine cet échange. Et ensuite, j'ai 3 petites questions qui sont le rituel dans le podcast. Excellent. Donc, la dernière question que je voulais te poser, et tu n'en as pas parlé, parce que là, tu parles du coup de ton parcours, de plein de choses qui t'intéressent, qui te portent dans tes missions au quotidien, de ce que tu fais aujourd'hui, mais tu n'as pas parlé du fait qu'il y a aussi des choses qui t'arrivent dans ta vie personnelle et que du coup, tu dois un peu jongler entre tout ça. Je sais que tu as beaucoup de stress, je sais que tu fais des crises d'angoisse, je sais que tu as des trucs qui sont pas cool, donc malgré tous les trucs cool qui t'arrivent aujourd'hui niveau pro, au niveau du perso, parfois, il y a des choses qui sont plus difficiles. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Parce que c'est aussi hyper important de dire, les gars, super, je vis bien ma vie, j'ai réussi à développer des trucs. Par contre, je suis aussi dans la réalité et tout n'est pas toujours rose. Totalement, mais tu vois, il faut arrêter les discours toxiques de justement s'arrêter à je gagne 10 000 par mois, 30 000 par mois. Oui, c'est un fait, j'ai fait 245 000 euros de CA en un an. C'est un fait pour ma première année d'entrepreneur, machallah. Oui, c'est bien, mais après, c'est la charge mentale, elle est épouvantable. Ça m'a conduit au burn-out. J'ai fait un burn-out en janvier. Là, tu vois, on le voit pas parce que j'essaye de le cacher. Je fais une pelade, je fais de l'alopécie à cause du stress. Alors, il y a le stress de l'entrepreneuriat qui est une énorme charge mentale que j'arrive de plus en plus à gérer justement depuis mon burn-out. Parce que c'est quoi la charge mentale? C'est au début, moi justement, je te disais, c'est pas pour moi tout ça. Moi, j'ai besoin de beaucoup de sécurité. Le fait, je me rendais malade. J'ai passé ma première année d'entrepreneuriat émotionnellement a été épouvantable. Je me rendais malade dès que j'avais un client qui partait. Et pourtant, je peux te jurer que je n'ai pas un seul client qui m'a quitté en me disant je pars, parce que c'était pas bien et en me faisant, tu vois, des avis négatifs. C'était toujours, mais des messages, tu peux en pleurer tellement c'est des beaux messages, tu vois. Incroyable. Souvent, c'était des raisons un peu de budget ou des trucs, mais en mode, merci, enfin, c'était génial de bosser avec toi et tout. Mais malgré ça, ça me rendait malade parce que, alors, la meuf est folle, hein. La meuf, elle est à 25 000 par mois et elle perd un client à 3 000 par mois et elle est là en mode c'est dramatique, tout va s'effondrer, toute ma vie est remise en question et pendant un an, c'était quasiment comme ça et je me rendais malade. Et c'était irrationnel totalement. Et du coup, la gestion émotionnelle était très difficile. La gestion de temps était très difficile. J'étais en pleine écriture aussi de mon livre. Il faut pas oublier que quand on est entrepreneur, on est totalement livré à soi-même. On dépend que de nous-mêmes, en fait. Si tu te bouges pas le cul, il y a personne qui va se bouger le cul pour toi. Et il faut le dire, t'as pas tellement le droit d'aller mal en réalité, parce que si t'as le droit en fait, toi émotionnellement bien sûr, mais si tu te laisses couler, et ben ta boîte elle coule avec toi. Donc il faut une force mentale de bâtard pour être entrepreneur. Il faut vraiment que toujours tu sois straight dans la recherche de solutions. Et ça a été, j'ai tellement grandi pendant cette première année de toujours justement être proactive et arrondir les angles et essayer de relativiser. Alors ça n'a pas fonctionné parce que j'ai fait un burn-out, mais justement ce burn-out il m'a transformée parce que derrière j'ai un grand mantra maintenant dans la vie qui est lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Et je peux te jurer que maintenant je suis putain de chill sur tout. Tu veux partir ? Pars, on se quitte copain, il y a pas de problème. Le call il aboutit pas, là c'est pas grave, tu vois. Ça aboutit, machallah, c'est bien. Ça va durer 3 mois, c'est bien. Ça va durer 6 mois, ça va durer 6 mois. Je prends les choses comme elles viennent. La vie elle est courte. Tu vois, donc le travail émotionnel, il est très très important. Par contre, oui, c'est très 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 dur parce que t'as une to-do de bâtard, t'as une to-do qui n'en finit pas. Moi, je suis constamment avec une pression dans la poitrine qui ne me quitte jamais. C'est important de le dire. Ah si, parce que en fait, quand t'es entrepreneur, et je pense que je peux généraliser et parler au nom des entrepreneurs parce que sincèrement, j'ai pas un entrepreneur qui m'a dit que c'était faux. Tu as toujours des pensées en arrière-plan, toujours. Tu sais, c'est comme ton tel. T'as des applications, elles sont
ouvertes et tu les fermes pas. Et tu peux les rouvrir à tout moment. Et ben moi, c'est ça. J'ai toujours des onglets ouverts, en fait. Et, c'est tellement vrai. C'est épouvantable. Je confirme. Oui, mais c'est épouvantable. T'es de partout et c'est une charge mentale. C'est ça qu'on aime aussi. Mais c'est ça qu'on aime parce qu'on est hyper stimulé et qu'on s'emmerde jamais et que c'est stimulant. Mais c'est dur parce qu'au final, tu déconnectes pas. Et d'arriver à t'obliger à déconnecter, putain, c'est difficile. Donc nous, on est des purs produits et des purs clients sur l'autoroute du burn-out, nous les entrepreneurs. Et c'est une réalité, c'est absolument pas quelque chose qui est propre aux salariés, le burn-out, faut arrêter avec ça. Et là, encore une fois, on minimise la souffrance de personne, mais justement, on va pas minimiser la souffrance des entrepreneurs. Bien sûr. Faut arrêter avec oh putain, t'as de la chance, tu regardes là, t'es avec nous, tu brunch, tu regardes même pas l'heure, moi je vais devoir retourner au taf. Bah non, en fait, non, j'ai pas de la chance. Il faut voir derrière la somme de taf qu'il y a pour fidéliser aussi le client. C'est énormément de remise en question. Si t'es un gros con qui reste bloqué dans ton produit, tu n'avances pas parce que surtout nous qui sommes dans des métiers digitaux, ça avance très 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 vite. Il faut toujours faire une veille, te renouveler, avoir cette intelligence de te renouveler, d'être à l'écoute. Sinon, t'es très vite has-been et obsolète. Donc non, franchement, c'est difficile. Et tu vois, moi aujourd'hui, si je fais une pelade, je pense honnêtement que c'est pas tellement par rapport à mon taf, à mes tafs, parce que tu vois, là avec toi, je te parle, c'est comme si t'es ma pote de 20 ans. Non, mais c'est le concept, mais sans à me nuire, c'est pas que toi. C'est que vraiment maintenant, je suis toujours comme ça, même en plateau télé. Moi, j'arrive en plateau, juste le prod, il fait le décompte 5, 4, 3, 2, 1. Moi, 5, 4, 3, 2, 1 avant, je suis en train de chanter Tu m'oublieras de la Rousseau. Tu pousseras la chansonnette. Non, mais tu vois, je me prends pas du tout. Non, mais je me prends pas du tout la tête. Et donc, au niveau taf, j'ai une très bonne gestion de mes émotions maintenant. Ça a été un énorme travail émotionnel parce que quand j'arrivais sur BFM, je peux te dire que j'étais à 2 doigts du malaise à chaque fois parce que j'étais toujours dans le schéma de harcèlement scolaire. Maintenant, j'en suis sortie et je l'ai plus du tout et je suis très heureuse. Mais de base, tu te retrouves vraiment aujourd'hui dans une situation comme moi où tu es dans un divorce, parce que c'est ça la réalité. J'ai divorcé il y a 1 mois et du coup, je me suis retrouvée à me dire, c'est quoi ta définition de l'amour ? Ça a été, pour moi, ça a été un bouleversement émotionnel. Ça m'a tué, ça m'a tué. Et pourtant, de base, c'est moi qui étais à l'initiative, mais ça n'empêche rien en fait. C'est-à-dire que, quand comme moi, t'es très dans la sécurité, les repères et qu'aussi t'aimes la personne, parce qu'il y a des choix qui sont très 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 difficiles à prendre. C'est pas parce que tu prends la décision que c'est facile. Mais tu sais pourquoi tu la prends. Et ça m'a détruit. Donc, et malgré tout, c'est pour ça, tu vois, il faut qu'on parle de ça. J'ai continué à bosser. Je n'ai jamais arrêté de bosser, que ça soit pendant mon burn-out, quand j'ai eu le Covid. Le Covid, pourtant, putain, il m'a fracassé. J'étais à 2 tensions, meuf, tu peux même pas imaginer. C'est mon médecin traitant qui me disait arrêtez-vous. Je disais non, je ne veux pas m'arrêter. Elle me disait mais je vais vous obliger. J'ai dit non, mais je vous dis que je le ferai pas. Le divorce, je pleurais tous les jours, meuf, tous les jours je pleurais. J'ai passé 1 mois. J'étais marraine de la Pride d'Amiens. C'est un grand honneur qu'ils m'ont fait. J'ai fait le discours d'ouverture de la Pride d'Amiens devant 4000 personnes. Mais genre, j'ai passé tout le trajet en train à pleurer. J'ai passé la nuit d'avant à pleurer. Même 5 minutes avant de monter sur l'estrade, il y avait le staff qui me regardait et qui me disait « Mais ça se voit que tu vas mal. » Et je leur disais « Oui, parce que je vais mal, mais vous inquiétez pas, show must go on et ça va aller. » Et ça va aller et personne ne voyait rien. J'étais conférencière à Vivatech. J'avais 2 conférences devant grave de gens, mais on ne voyait rien. Je faisais des dédicaces, on ne voyait rien. Et pendant 1 mois, même mes potes ne savaient pas qu'on s'était séparés avec mon ex, parce que pour moi, verbaliser, c'était impossible parce que ça voulait dire que c'était réel. Et pour autant, je pleurais tous les jours. Mais quand j'allais bouffer avec eux et que j'allais prendre des cafés avec eux, ça se voit pas. Ça se voyait pas. T'as fait un post avec la petite tache sur ton jean. Ouais, je suis très poète. Ouais. Et quand ça se voit que de près, quand tu vas chercher un petit peu, quand tu vas gratter un peu. Ouais, non, c'était ça. Quand tu regardes dans les yeux des gens, mais même moi, en vrai, je pense quand tu regardes dans mes yeux, je montre pas. Je suis très douée pour donner le change. Mais pour autant, tu vois,
j'ai reçu tellement de messages, mes potes, ils m'en ont voulu. Hein. Quand j'ai annoncé publiquement qu'on divorçait et qu'on était séparés depuis 1 mois et que j'ai expliqué qu'en réalité, ça faisait 1 mois que je donnais le change partout, ils m'ont dit, mais meuf, on s'en veut, en fait, et même on t'en veut parce qu'on n'a rien vu. Et pourtant, on te connaît depuis 10 ans, tu vois. Bah ouais, mais show must go on et on avance. Et pour autant, on va très très mal, mais on continue. Et je dis pas que c'est exemplaire ce que je fais et je pense sincèrement pas que ça l'est parce que j'aurais probablement dû m'arrêter à de nombreuses reprises, mais j'ai un rapport à l'argent qui est très difficile. Moi, ça, c'est mon gros problème, c'est que j'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas qu'on allait au resto du cœur avec ma mère, et pour moi, si je m'arrête de bosser, c'est que je perds de l'argent. Et pour autant, attention, hein, je suis pas une crevarde, mon ex pourra te le dire, excuse-moi, c'est moi qui payais tout. Hein. On peut le dire. Hein. Non, mais je suis très, le lion est très généreuse. Le lion est très généreux et je suis une meuf très généreuse. Mais par contre, moi, me dire que je perds 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 balles, j'ai trop la valeur de l'argent pour ça. Et je fais passer ça avant ma santé mentale, ce qui est une énorme erreur. Oui. Une énorme erreur, et ne faites pas comme moi. Et ça, je le dis bien. Mais du coup, non, c'est une période en ce moment, même pour moi, qui est très dure. Parce que comme je me suis barrée de l'appart, pour différentes raisons, parce que j'ai beaucoup de respect pour notre relation, et mes amis savent, mais moi, j'ai pas envie de salir la relation dans ton podcast qui va être public. Je me suis barrée de l'appartement. Et du coup, techniquement, je me suis retrouvée à nouveau SDF, hein, parce que j'allais. Alors, c'est pas la définition comme on l'entend et comme ce que j'ai vécu, mais je suis depuis juillet par Mont et par Vaux, où il y a pire dans la vie, mais j'ai des partenariats d'influence avec des hôtels à Marseille un peu quand j'ai des déplacements, mais en tout cas à Paris, j'ai l'hôtel Novotel de Porte de Versailles et l'hôtel Plaza Tour Eiffel. Alors, il y a clairement pire dans la vie, mais j'ai des partenariats, mais c'est quoi ? C'est 2-3 nuits par mois pour chaque. Et comme je suis 4 jours par semaine à Paris, parce que tous mes projets maintenant sont ici, finalement, ça, je les ai poncés en 2 semaines. Le reste du temps, je suis chez des potes. En attendant, je crèche chez une amie à Lyon. Je fais des allers-retours. C'est un enfer. C'est une charge mentale de ouf, tu vois, en termes de logistique. C'est même financier pour les trains. C'est insupportable. Et du coup, je suis dans cette vibe-là en ce moment. Mais techniquement, moi, je suis SDF depuis juillet, tu vois. Et ça me met tellement mal. Tu ne peux même pas imaginer, parce qu'on est encore dans l'irrationnel. Ça me fait la projection. C'est comme si tu me ramènes 10 ans en arrière, en fait, à ce que j'ai vécu. Et c'est très, très dur pour moi en ce moment, ce que je suis en train de vivre. C'est pour ça que moi, je sais qu'honnêtement, la pelade, elle est apparue depuis qu'on s'est séparés avec mon ex. Hein. Elle est apparue depuis juillet. C'est dû à ça. C'est dû au fait que j'ai plus d'appartement, que moi, tu sais, je suis très romantique quand même. Je suis très fleur bleue. Je me mets avec toi, là maintenant, sincèrement, alors c'est malheureux, hein, mais quand tu prends des murs dans la gueule, après, tu revois ta définition de l'amour. Moi, à l'époque, je me disais, on va mourir ensemble. Et c'est ce qu'on se disait. Hein, c'est, tu sais, c'est 9 ans de couple, c'est 8 ans de mariage. C'est vraiment pour rester ensemble vraiment jusqu'à la mort et tout vivre ensemble. Et là, tu te rends compte qu'en fait, non, tout ce qu'on s'est promis, c'est fini. Puis bref, je te jure, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'était une grosse claque dans la gueule. Et voilà, c'est ça, et le fait de ne plus avoir d'appart qui fait que la pelade est là et que je suis dans une période très difficile. Mais oui, tout ça pour dire, la charge mentale, elle est là parce que au-delà du taf et de la charge mentale de l'entrepreneur, on a une vie privée en fait. On est des humains et autant moi j'ai pas d'enfants, autant on pourrait parler longtemps de la charge mentale des mamans. Je sais que toi t'es maman, Sandra. Donc déjà maman salariée, c'est très dur. Maman entrepreneur où t'as ton gamin, parce que moi j'ai beaucoup de potes qui sont chefs d'entreprise et qui ont des enfants qui me disent mais je culpabilise parce qu'en fait des fois je passe pas des moments de qualité avec mes gosses, ils sentent que je suis pas là et c'est dur. Ah ouais? Non. Mais moi j'ai pas eu. T'arrives à passer des moments de qualité vraiment tout le temps avec tes enfants? Comment dire, j'ai une vision de la vie très positive, donc ça serait très difficile pour moi d'avoir une vision négative. Alors c'est pas négatif, c'est factuel. Non. Tu vois de voir que des fois t'es pas là avec ton gosse quoi. Et tu sais quoi, Dorit, enfin je suis désolée hein, mais c'est archi faux. J'ai jamais été aussi présente que ça. Ah mais non, en vrai c'est pas faux parce que je te jure que j'ai plein de potes qui me disent. Pour moi. Ah pour toi oui, c'est pas ce que je vis par contre. C'est pas du tout ce que je vis. En fait moi quand j'étais salariée, tu vois en CDI à Paris, ouais je courais de partout. Et ouais quand j'étais avec mon gosse, j'avais pas du tout des temps de qualité parce que j'étais épuisée, parce que j'en avais marre de ce que je faisais, parce que je me sentais pas heureuse dans ma vie, etc. Là aujourd'hui je suis entrepreneuse, c'est-à-dire que mes horaires c'est moi qui les décide. Si à 17h je dois aller chercher mon kid, j'y vais. Et si je dois rouvrir mon ordi de 20h à 23h, je le fais. Et tous les moments que je passe avec mon fils, c'est que des moments de qualité parce que tout est clos. Hop, je suis avec lui.
je fais des jeux, je fais des trucs, des machins. Et en fait, ma vie, en fait, c'est justement, et c'est ce que je dis, t'as toutes les mamans qui me demandent, mais Sandra, comment tu fais? Je dis, mais en fait, les filles, c'est une chance. C'est une chance qu'on a d'avoir des gosses parce que j'ai fait un burn-out. Et le fait d'avoir un gosse, c'est limite grâce à eux, si tu veux, que tu vas pas te mettre en surmenage parce que t'es obligé. À 16h30, nous, on va le chercher tous les soirs à 16h30. On a décidé ça. Oui, c'est moins de temps de travail, mais c'est plus de temps de vie ensemble, tu vois. Donc, à 16h30, on va le chercher. Tous les matins, je l'emmène. Et si tu veux, tu sais que tu vas fermer ton ordi. Donc, ouais, de 16h30 à 20h, tu vas pas bosser, certes. Par contre, tu peux reprendre plus tard. Et c'est grâce, tu vois, je me dis, moi, je suis trop heureuse d'avoir un enfant parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pas en mode chill, mais en mode... Il est là, et grâce à lui, tu vois, je vais pas burner, quoi. Parce que j'ai tendance à pouvoir me mettre en surmenage, à énormément taffer, etc. Et c'est une chance. En fait, c'est une putain de chance. Mais ça, c'est parce que c'est ta perception des choses, tu vois. Cool. C'est pour ça que les mamans qui nous écoutent, les filles, c'est vraiment à vous de vous dire, OK, c'est une chance, en fait. Parce que grâce à lui, c'est autour de lui que tu vas adapter ton emploi du temps. C'est un point d'ancrage. Attends, par contre, ce que je dis, c'est pas que mes potes, tu vois, elles se disent, mes enfants, ils ont l'impression que je suis un zombie. Point. Non. Ça les met très, très mal. Et elles cherchent des solutions. Et du coup, elles font en sorte quand même que ça aille mieux. Mais en tout cas, moi, c'est un discours que j'ai beaucoup entendu. Et tout ça pour dire, tu vois, on a une vie privée. Et pour peu que, tu vois, on veuille être présent pour son mec, pour sa meuf, pour ses enfants, avoir une vie sociale, voir ses amis, prendre du temps pour soi. Il y a la culpabilité de l'entrepreneur de prendre du temps pour soi aussi, de se dire, c'est du temps que je vais pas consacrer à mon business. Et tu vois, vraiment, on parle pas assez du droit à la déconnexion de l'entrepreneur. Les gens, ils se rendent pas compte à quel point c'est dur, en fait, à quel point c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices et à quel point on culpabilise dans chaque décision qu'on prend parce qu'on se dit que on perd du temps, de l'énergie et de l'argent qu'on pourrait investir dans son business. Oui, et on passe toujours en dernier, en fait. Lié à on est un peu tout le temps dans ces trucs d'être productif. On est en quête d'optimisation. Ouais. Ah ouais. Optimisation de Totalement. temps, tout le temps. Totalement. Mais ça sera le sujet d'un autre épisode de Dorit. Vas-y. Malheureusement, j'aimerais bien continuer cette conversation, mais voilà, tout bon moment a une fin. Dorit, c'était trop cool de t'avoir à mon micro. C'est trop cool que tu sois si authentique, si sans fil, si transparente. C'est cool, ça fait du bien. On sent que t'es toi et franchement, c'est un plaisir. Comme je te le disais, on a 3 petites questions. Yes. Alors, t'as déjà spoilé une question puisque tu m'as donné ton mantra. Donc, la première question, c'est quoi ton mantra? Mon mantra, c'est lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Deuxième question, c'était quoi ton rêve de petite fille? C'était d'être, j'en avais plusieurs, dessinatrice, détective, footballeuse ou écrivaine. Et dernière question, ça veut dire quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Waouh, c'est une grande question. Pour moi, ça veut dire... Alors, Dorit, t'emballes pas. Hein. Non, t'inquiète, je vais être synthétique. Non, je sais que je t'ai flingué ton timing, ma pauvre. Miskina, putain, en PLS le timing. Pour moi, c'est ne pas se dévaloriser, arriver à dépasser ses barrières mentales, croire en soi, ne surtout pas se comparer aux autres, c'est extrêmement toxique, et savoir bien s'entourer parce qu'on s'en rend pas compte, mais les proches ont énormément d'influence sur nous. C'est beau. Merci, Dorit. On a un petit rituel, puisque du coup... Maintenant, nous filmons les épisodes de podcast. Donc, j'aimerais bien que tu t'adresses à la caméra. Oui. Et c'est toi qui vas clôturer cet épisode. Ok. C'est-à-dire que c'est toi qui vas faire un petit peu l'au revoir. Tu le fais comme tu veux. Les invités le font beaucoup mieux que moi. Mais n'oublie pas de leur dire de s'abonner à la chaîne, bien évidemment. Bien sûr. Mais sinon, tu le fais comme tu veux. Écoutez... C'est celle-là, c'est cette cam. Déjà, on commence comme ça. Merci. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. C'était très long, je suis absolument pas synthétique. J'aimerais juste vous dire de rester audacieuse, de croire en vous, d'oser, de ne surtout pas vous comparer aux autres. Je sais qu'en tant que meuf, on a énormément de barrières mentales, beaucoup plus que les mecs. On a beaucoup de syndrome de l'imposteur. Mais empowerment à fond. Croyez en votre potentiel, vous avez une valeur de ouf. En vrai, les meufs, il n'y a que vous qui ne le voyez pas. Donc, go on, facturez. N'ayez pas peur de facturer cher. Putain, moi, c'est un problème que je vois chez beaucoup de meufs, elles osent pas. Osez, et évidemment, abonnez-vous à la chaîne de la super Sandra, avec qui j'ai passé un moment de qualité supérieure. Oh yeah. Salut Dorit, à la prochaine. Salut, à plus, merci pour tout.